Ah, il semblerait que ça marche. Tu m'entends, Cyril, s'il te plaît, parce que je suis en train d'essayer de me connecter. Salut Cyril. Salut Joris aussi. Je vois que ça se connecte petit à petit. C'est la première fois que je diffuse en direct comme ça dans un groupe fermé, donc je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Ouais, il semblerait que ça bug un petit peu. Ah, il y a déjà 20 personnes qui sont en ligne, ça vient de bouger d'un coup. Je pouvais... Ouais, salut Eddy aussi, salut Séverine. Vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien et que c'est fluide ou pas, parce que j'ai des signaux étranges sur mon téléphone. Et ouais, j'ai un peu de barbe. J'ai décidé de me raser qu'à la fin du confinement, Xavier, parce que j'ai oublié ma tondeuse chez moi. Donc tout simplement, pour pas le faire au sabre. Mais bien que si ça dure, je finisse par le faire. Ça marche, salut Jérémy aussi. Cool. Bah écoute, ça marche. C'est pas utilisé, c'est mon téléphone. Mais ça devrait le faire aussi. J'ai de quoi le brancher sur la batterie aussi. Il est 18h01. C'est la fois de ma vie où je suis le moins en retard du malgré les problèmes de connexion. Parce que pour vous expliquer avant que ça coupe, je suis confiné comme ça dans la Sarthe, entre Tours et Le Mans pour être plus précis pour ceux qui se demandent, parce que ça arrive souvent, où il n'y a pas de 3G, ni de 4G, ni de 5G, donc on en parle. Et difficilement du Wi-Fi, surtout qu'on est plusieurs dessus, donc j'ai demandé à tout le monde de bien vouloir ne pas streamer ni rien pendant que j'essaie de faire ce live. La banane au chocolat, Nat, elle était délicieuse d'ailleurs, merci pour la question. Le rhum aussi, c'était la fin de la bouteille, encore une que j'ai terminée. Je pensais avoir été prévisif, mais non. Donc il va falloir que je commande parce que c'est vraiment la pénurie. Mais sinon ça va. Salut Benoît qui est là, merci de m'avoir invité à faire ce live. Ouais, je vois que parfois j'ai mon téléphone qui me fait des alertes rouges comme quoi ça se déconnecte, donc j'espère que vous m'entendez bien. Salut Rajiv aussi, salut tout le monde. J'espère que j'en oublierai aucun. J'attends encore une minute ou deux et puis je vais commencer à essayer de faire un monologue. Pour ceux qui me connaissent, ça devrait pas être un problème. Salut Joe, ça va Schnorr? Tranquille? Envoie-moi du Munster s'il te plaît parce que j'ai plus de fromage. Salut Julius, c'était pas ton anniversaire aujourd'hui, comme ça, ces derniers jours? Salut Nico. Salut Denis, bien sûr. Salut Erwan aussi, putain, j'espère que j'en raterai pas parce que ça commente déjà beaucoup. Apéro, on est d'accord, j'ai planqué mon verre. J'ai mis du rhum dans la bouteille d'eau en fait. D'ailleurs en parlant de ça, le temps que ça commence. J'avais fait la base. C'est ce qui me reste de rhum blanc. Aidez-moi, envoyez-moi un colis, je vous envoie mon adresse par MP juste après. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il reste plus qu'un verre. Hop. Salut Clément, salut Anne. Ah coucou Anne, ça y est, le vidéo est cuit j'espère. Ah Maroilles avec plaisir le Joe. Salut Fred Boulet, en live sur le Boulet Rhum Club direct. Salut Greg aussi. Le chiffre, le fameux chiffre dont je parlerai plus tard. Il y a Greg Girardin qui est en ligne aussi, un des frères de la côte. Le Raf, pareil, à l'eau, oui bien sûr. T'as mis de l'eau dans la bouteille, on connaît. Salut Johan, salut Mathieu. Allez, on attend encore 2 minutes et ça devrait le faire. Petit de l'atelier Mathieu, bah il est juste là. Ça capte pas là-bas, mais j'ai pas la perceuse pour touiller. Il faudrait des cubis, Nico. Pour ne pas faire de publicité, j'ai reçu un message de notre ami Anto de Toulouse qui fournit des cubis de bielle à super tarif. J'étais en train de valider ma commande, mais il a fallu que je me connecte, donc je vais acheter un cubi de bielle à Anto parce que au moins je polluerai moins avec les bouteilles. Et puis j'aurai de quoi tenir quelques jours de plus. Le tuto bricolage, Nico, j'ai plein de recettes. Salut, Greg a bien fait parce que ça va durer un petit moment. Oh, Tony Brassard qui est là, qui est un ancien collègue sommelier à moi de restaurant étoilé. On a fait un peu nos premières aventures ensemble, enfin surtout la mienne parce que lui était déjà assez rodé. J'ai appris plein de choses grâce à lui et sa femme Camille qui est passionnée de bière aujourd'hui. Merci encore parce que franchement vous avez été des super coachs et j'ai bien appris.
Jerry qui est là aussi, le grand master Jerry qui m'a fait tomber dans le rhum. C'est un des responsables. Rémi Vergne aussi qui est là. Salut. Ah ouais, Captain François Mangin qui se connecte aussi. De son Nordlise, j'en parlerai aussi après. Ça c'est cool qu'il soit là. Salut Captain. Bon allez, on est 75 en ligne. 18h05, on va commencer à... Johan, bon, je vous dirai bonjour après parce que vous êtes trop nombreux de gens que je connais. Salut Jérôme de Dugas aussi. Dès que je commence à vouloir parler, il y a mon téléphone qui me dit que je suis plus connecté, ça a l'air de marcher. Donc ici, ce soir, je suis là pour parler des Frères de la Côte, un projet sur lequel moi-même je travaille depuis 24 mois, 2 ans. D'abord en tant qu'ami, ensuite en tant que passionné ami, ayant rencontré les frères Mangin, surtout François d'abord en premier, lors du salon où j'étais jury, très amateur de rhum et que je suis allé parler avec lui sur le stand du rhum Biel à l'époque. On travaillait, il travaillait beaucoup avec la distillerie Biel et on s'est rencontrés en sortant de jury à 10h du matin et on s'est quitté le soir ou le lendemain matin vers quelques heures du matin en ayant partagé beaucoup de passion entre le rhum, la voile et l'écologie. Merci de la planète, etc. Donc c'est parti de là en fait. Et puis ensuite par passion, par proximité, parce qu'on habitait quelques centaines de kilomètres les uns des autres, on s'est rejoints, je les ai aidés à embouteiller. Et on s'est mis à travailler ensemble, je me suis mis à adhérer au projet beaucoup et à faire des choses pour les Frères de la Côte. Et c'était donc il y a 2 ans. Ensuite, toutes les aventures, vous les connaissez parce que je communique beaucoup. Et donc on en est là. Donc pour parler des Frères de la Côte, je sais qu'il y a toute une incompréhension du système un peu du transport à la actuel dans le monde, parce que c'est quelque chose qui est pas du tout nouveau, parce qu'on refait mais on n'invente rien, parce que les bateaux à voile existaient déjà depuis toujours, sauf depuis qu'on a eu la bonne idée depuis une centaine d'années d'utiliser du carburant fossile pour transporter les choses plus rapidement et en plus gros volume. Mais donc on se remet à faire des choses et il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui font qu'il y a beaucoup d'apports de différentes nations, de différentes volontés, qui fait qu'au final, quand on essaie de communiquer dessus et de parler du produit ou des entreprises, c'est un peu confus dans la tête des gens. Donc pour essayer de résumer rapidement ce qui se passe avec toutes ces choses à la voile en ce moment de notre côté, parce qu'il y a aussi des gens, des confrères qui font la même chose ou des choses similaires, il y a cette entreprise hollandaise qui est Fair Transport, qui est donc basé à Amsterdam, à Den Helder, un port qui est juste à côté, en Hollande, qui est en gros la forme légale de Tres Hombres, cette grande histoire Tres Hombres, de ces 3 hommes, 2 Hollandais et un Autrichien, qui ont créé il y a plus de 15 ans de ça, ont racheté il y a plus de 15 ans de ça, une coque 40 métallique sur laquelle ils n'ont gardé que la charpente pour remonter ce Tres Hombres, ce brigantin à 2 mâts, totalement sans moteur et à la voile, en bois sauf sa charpente métallique de l'époque, pour faire du transport écologique. Ces 3 hommes, les 2 Hollandais et l'Autrichien, voyager ensemble sur le Bark Europa, qui est un énorme voilier magnifique que je vous invite à regarder sur internet et vous abonner sur leur compte, parce que ne serait-ce que les photos sont belles et puis les racontent, etc. Magnifiques en ce moment qui sont postés. Ils étaient tous les 3 navigants là-dessus. Ils ont vu ce qu'on appelle ces autoroutes maritimes dans lesquelles les cargos transportent les marchandises, et ils ont vu cracher toute cette pollution qu'on constate souvent, ne serait-ce que dans les ports, sachant des fuels légers qui sont autorisés en côtier pour ne pas trop polluer. Je vous invite après à regarder beaucoup d'études, par exemple à Marseille, d'où je viens, où il y a des chiffres alarmants sur les gens qui sont à proximité ou même à quelques dizaines de mètres du port de commerce de Fos et même de port de tourisme de Marseille, totalement pollués parce que les fumées qui laissent la clim allumée dans les bateaux dans lesquels il n'y a pas de passagers qui sont à terre en train de dépenser leur dollar. Donc ils ont vu ça se passer, mais en mer, donc cette fumée atroce, ces bateaux en nombre infini qui se croient, qui transportent des denrées, dont on a besoin ou pas, ça c'est une autre question, mais qui ne nous concerne pas. Nous, on s'applique au transport. Donc en gros, ces 3 gars ont vu ça. Ils ont décidé, après avoir fait leur classe sur le Bark Europa, d'acheter cette coque, de la rénover, de la transformer en voilier cargo 100% à la voile. Le Tres Hombres est depuis 10 ans et demi, 11 ans. Le Tres Hombres est à l'eau. Il traverse l'Atlantique 1 fois par an avec une belle rotation que vous connaissez quand même pour la plupart et sur laquelle je reviendrai ensuite. Donc ça fait plusieurs années que ça tourne, ça se développe. Ils ont ensuite acquis le nord
entre parenthèses, le plus vieux voilier cargo d'Europe. Donc il faut comprendre là-dedans, dans le langage maritime, que c'est celui qui coûte le plus cher à entretenir, parce qu'il est vieux et qu'il a besoin d'un bon coup de refit. Il est aujourd'hui un peu forcément rentable parce qu'il ponctionne entre guillemets le budget du Tresson-Brest qui, lui, petit à petit, arrive à quand même devenir rentable, malgré qu'il y ait beaucoup de bonne volonté qui mettent plutôt de leur énergie là-dedans plutôt que d'en chercher de la rentabilité. Mais donc voilà, le Fer Transport, cette boîte hollandaise de ces trois gars, se développe petit à petit et grandit. Pour parler ensuite des frères de la côte, donc j'essaie de vous faire la pyramide pour que vous compreniez bien comment ça marche. Vous avez les trois mecs, les Tresson-Brest, les trois hommes, l'Autrichien et le Hollandais, qui sont Fer Transport, qui sont propriétaires du Tresson-Brest et du Nordlies. On en est là. Ensuite, vous avez donc François Mangin et son frère Raphaël Mangin, stéphanois, passionné de voile, marin depuis toujours, d'abord naviguant sur la Loire, puis faisant leur classe en Bretagne, puis devenant officier de marine. Tous les deux capitaines de voiliers dans leur catégorie, se sont croisés avec les Tresson-Brest lors de leur rotation. Ils ont voulu carrément adhérer à ça. Comme beaucoup de gens qui croisent leur route, comme moi je l'ai fait plusieurs années ensuite, c'est qu'on a tellement envie de rendre service et de se sentir utile, surtout pour ce genre de belles causes. Et donc on commençait à travailler ensemble. François Mangin, le capitaine, le barbu, pas encore, est devenu officier de bord, et puis d'année en année, de rotation en rotation, est devenu maître d'équipage, second, et puis ensuite capitaine. Et c'est l'année où il a été capitaine qu'il a décidé de créer avec son frère et ses parents, Sylvie et Philippe, qu'on embrasse aussi, stéphanois, les frères de la côte, pour pouvoir distribuer en France les produits transportés par ces voiliers cargo. C'est donc comme ça que sont arrivés les produits en France, que vous les connaissez petit à petit, et que rapidement la volonté a été de créer des embouteillages indépendants en notre nom. Alors pour les passionnés de rhum, là on est sur la confrérie du rhum, on peut rentrer un peu dans le sujet. Le rhum fait partie des produits qui sont très financeurs, entre guillemets, qui font faire du chiffre d'affaires. Je veux dire, quand on vend une bouteille de rhum à 50 ou 100 euros, ça rapporte plus qu'un paquet de café à 5 euros. C'est pas que ça rapporte plus, mais c'est que le volume est plus gros. Donc on peut en tirer plus d'investissement, plus de turnover, comme on dit, sans rentrer dans le détail technique, mais le rhum nous permet de faire du chiffre d'affaires qui nous permet de dire qu'on est quelque chose qui existe et qui peut se développer et qui peut ne serait-ce qu'avancer. Donc les embouteillages de rhum de Tresson-Brest, de Fer Transport pour la Hollande, parce que ça a été créé en Hollande dans les premières années, étaient dédiés à ces gens qui n'étaient pas forcément comme les Français, avec leur dom-tom, très amateurs de rhum et très avertis là-dessus, ou très consommateurs. Et donc ils ont eu des choses assez, vous les connaissez, hein, les produits de la gamme Tresson-Brest, assez faciles à boire, légers en degré d'alcool, d'endroits différents du monde, ou d'ailleurs pas trop du côté français ou agricole du rhum, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu en dehors des francophones. Je parle de la Belgique, de la France et puis quelques pays un peu autour, bien que ça se développe beaucoup, mais ça c'est pas mon sujet. Mais bon, pour vendre du rhum facilement dans des pays étrangers qui ne connaissent pas tout ça, on ne vend pas forcément du rhum agricole à 70 degrés qui arrache un peu et qui est très sec, que j'adore personnellement, mais qui ne plaira pas forcément à ces gens-là. Et puis beaucoup des gens qui sont investisseurs, qui sont suiveurs et qui sont clients dès le départ de Fer Transport Tresson-Brest sont des Hollandais passionnés par l'écologie, sur le respect de la planète, qui se déplacent à vélo. Il y a tout un mouvement là-bas à Den Helder de commerçants éthiques, équitables, etc. Donc il y a eu des gens qui ont suivi un peu différemment d'aujourd'hui le Tresson-Brest, enfin pas différemment, mais d'un autre canal primaire, sur l'écologie plus que sur le rhum. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui me connaissent et que j'ai rencontrés, qui nous connaissent pour le rhum ou par le rhum, et qui même parfois l'avouent à demi-mot ou même à 100%, sont pas forcément concernés par l'écologie sans que ce soit un reproche, mais ils se disent bon ben non, c'est juste parce que le rhum m'intéresse que j'achète cette bouteille, c'est pas parce que je veux acheter écologique, ce qui est par contre le cas de 90% de nos clients. Voilà. Donc, pour revenir sur les frères de la côte, ils ont voulu être créateurs de leurs propres produits, leurs propres cuvées de rhum, et donc devenir embouteilleurs indépendants, des mêmes fûts, du même voyage, du même bateau, de la même histoire et du même équipage et des mêmes distilleries, mais adaptés au marché français, c'est-à-dire, vous connaissez ça bien, et c'est pas très compliqué, brut de fût, et sans filtration, et sans rajout, sans rien, juste le rhum, le transport, la bouteille.
Et ça fait des produits que moi-même j'accroche parce que j'ai décidé de les rejoindre le plus près possible pour les goûter en premier et que vous aimez bien aussi. Alors c'est très limité comme série parce que c'est qu'un pourcentage des fûts qui sont rapportés par le Tresson de Bresse qui est à pleine capacité depuis plusieurs années et donc ça nous amènera à parler de sujets comme l'expansion de ce qu'on fait aujourd'hui, tant par des projets similaires, frères, cousins ou entre guillemets concurrents, bien qu'aujourd'hui franchement la concurrence pour concurrencer les dizaines de milliers de cargos à pétrole qui circulent, on a encore du boulot. Donc on ne parle pas de concurrence, on est même super content de voir des nouveaux navires flotter parce que c'est une passion aussi. Et généralement les équipages vont d'un bateau à l'autre, etc. Donc les Frères de la Côte, depuis maintenant presque 5 ans, ont créé cette boîte de distribution à la base, mais puis d'embouteillage. Et sauf qu'aujourd'hui, les Frères de la Côte, pour continuer à exister, se développer et puis faire vivre leur passion et puis faire ce pourquoi ils pensent être là, ont décidé de grandir aussi et de construire leur propre navire. Pas du tout en concurrence, mais justement pour rejoindre la flotte de Fer Transport, donc être un cousin du Tresson de Bresse, faire le même travail et partager les itinéraires ou parfois justement se rendre des missions, des services, etc. pour optimiser tout ça dans un but de moins polluer en mer. Je ne vais pas vous refaire tout le speech sur la pollution, sur pourquoi, le comment, etc. On va plutôt se parler des cuvées et des rhums et de ce qui se passe actuellement. Il y a Raphaël Mangin, donc le capitaine, le frère de François, un des co-créateurs de l'entreprise, qui a fait un live de 45 minutes il y a 2 heures en direct du Marin en Martinique pour vous expliquer justement bien les bases de tout ce projet-là. Et donc on va parler plutôt aujourd'hui des cuvées. Donc je suis, comme je vous le disais au début, confiné dans la Sarthe. J'ai aucun matériel avec moi à part ce t-shirt Tresson de Bresse que j'ai souvent avec moi. Donc j'ai pas les cuvées à vous montrer, bien que ça fait quand même quelques mois que je vous les présente. On peut le reprendre dans l'ordre, hein. La première cuvée qui a beaucoup fait parler parce que c'était la première de l'année et que c'est une distillerie que vous adorez tous sur cette confrérie et c'est bien normal, c'est la Favorite. Donc on a embouteillé notre seconde cuvée de rhum la Favorite, donc rhum dynamique agricole, rhum agricole dynamique, surtout pas blanc parce qu'il était plus blanc et ça pose des questions. Mais en tout cas, donc on a embouteillé pour la première fois ces 5 fûts, donc on a assemblé, ce qu'on fait généralement pas chez les Frères de la Côte, on prend un fût, on l'embouteille. Là on a décidé de faire un plus gros volume pour un peu contrecarrer quand même l'effet un peu spéculatif et puis pour que tout le monde soit servi parce qu'on a beaucoup de cavistes ou de clients particuliers, d'amateurs ou d'amis qui nous disent qu'ils n'ont pas pu avoir leur bouteille. Donc on a décidé cette fois-ci de faire un volume, c'est-à-dire qu'on a embouteillé 5 fûts d'un coup. Ça a été un sacré boulot, mais ça a été cool. Et d'ailleurs faut s'imaginer juste que 5 fûts qu'on a embouteillés en une semaine en septembre 2019, ça représente le volume annuel de l'année précédente, donc ce qu'on a fait en un an. Donc il faut imaginer que ça change quand même un peu les habitudes, ne serait-ce qu'au niveau du travail, des fournisseurs et puis ensuite de la distribution. Mais il y a quand même énormément de demandes, comme vous le savez bien, et donc ça s'est bien passé. Mais ça a été assez intense, mais passionnant. Donc la première fois qu'on faisait un assemblage, c'était pas un assemblage compliqué, hein, parce qu'on avait des rhums très jeunes qui avaient 4-5 mois de mer, un peu de mois de repos, et puis donc c'était pas un blend technique de mettre de chez, on a vraiment mélangé les 5 fûts, laissé reposer, un peu brassé, et puis ensuite mis en bouteille quelques semaines plus tard. Ça a été bien ou pas, ça dépend des goûts des gens, mais on a été super content du résultat, et puis surtout de vous présenter la petite différence avec la petite fiole de blanc initial, et puis du rhum qui a vieilli ensuite. Et puis pour que vous puissiez chez vous faire la différence de ce qu'on vit nous, alors petit à petit, hein, c'est pas comme si on le vivait à chaque fois. On goûte pas forcément tous les rhums, en tout cas, enfin, je parle de moi en bout de chaîne aujourd'hui, c'est pas forcément moi qui choisis tous les fûts, etc. Donc on n'a pas toujours l'occasion de goûter le avant-après. Et là, de l'offrir au plus grand nombre, on était les premiers, super heureux, bien que ça nous a rajouté, vous pouvez imaginer une belle charge de travail d'embouteiller toute cette petite fiole à la main, parce que vous avez sûrement dû voir les photos, c'est très artisanal, mais on y tient. Voilà, donc ça c'était la première cuvée Frères de la Côte de l'année qui était cool. Ensuite, dans la foulée, il y a eu les embouteillages annuels de Tresson de Bresse, de la marque de rhum Tresson de Bresse Rhum, donc qui est une des marques qui appartient à Fer Transport dont je parlais tout à l'heure. Ils ont sorti donc leurs 4 cuvées des 4 escales du bateau. Donc pour les faire dans l'ordre, vous avez le premier arrêt, après ce que je vous expliquerai tout à l'heure, les premiers arrêts en France pour ce qu'on a rapporté aux Antilles. Le premier arrêt transatlantique, ce sont les Canaries à Palma, où ils ont chargé des fûts de la distillerie Aldea. Ensuite, ils sont arrivés à la Barbade, où ils ont pris du Foursquare, que vous connaissez aussi très bien. C'est une marque qui fait beaucoup parler actuellement. Ensuite, la Martinique, où ils ont chargé ces fameux fûts
favorites, qui ont été aussi pour nous, mais aussi pour eux. Et ensuite, il y a eu d'autres arrêts, mais pour le rhum, il n'y en a eu qu'un autre, c'était la République dominicaine, où ils ont chargé le Oliver et Oliver en Solera 18 cette année. Donc c'est les bouteilles avec les crochets dont je vous parle, les 4 étapes, qui sont 4 déclinaisons, des 4 escales du Tres Hombres. Alors c'est un peu la force, et c'est quelque chose que je défends pas mal moi en tant qu'amateur de rhum, de l'embouteilleur indépendant. Et nous on est des embouteilleurs indépendants, itinérants, etc. Alors en plus il y a les arguments derrière de dire qu'on est à la voile, en bateau, etc. Mais on est embouteilleurs indépendants qui ont vraiment la vocation de se déplacer dans les différentes îles pour les interconnecter et faire du commerce, pour remplacer les bateaux pollueurs et le commerce pollueur, et essayer de montrer aux gens qu'en fait le temps qu'on perd à attendre son colis qui arrive le lendemain plutôt que la veille n'est pas si grave, vu qu'on va avoir un produit de qualité qui arrivera bien un jour. Donc c'est une super force de mélanger un peu notre idéologie à la voile, d'écologie, etc. et le côté embouteilleur indépendant de rhum. C'est là qu'on se rejoint avec les gens qui nous regardent ce soir à la confrérie du rhum. C'est que la force d'un embouteilleur indépendant, c'est pas d'être par exemple comme une distillerie d'une île précise qui produit un type de rhum. Bah, nous, on va en proposer plein. Donc je sais, par exemple, que quand je vais faire une dégustation, une des dernières choses que j'ai faites avant le confinement, par exemple dans un V&B sur la Côte d'Azur, j'avais ces 4 rhums, et quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai pas trop aimé le premier », je sais qu'il a plus de chances d'aimer les autres, vu que les rhums sont très différents. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sympa, un super outil pour nous, et une idée super intelligente des mecs qui ont créé ça à la base, parce que pour autant faire du chiffre d'affaires, ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour dire qu'on existe, et puis plaire aux gens, parce qu'on aime aussi rapporter des choses que les gens consomment, parce que c'est quand même le but, et en plus avec une passion qu'on partage, c'est génial. On a plusieurs outils, donc c'est super top. Voilà. Et puis vous avez aussi les cuvées Captain Choice, donc ces bouteilles cette année qui sont très longilignes, en grès, jolies d'ailleurs, avec des gravures, etc., qui sont les mêmes versions, c'est un peu similaire au Frères de la Côte, non assemblées, donc c'est un seul fût, et non réduites, donc à haut degré, enfin un degré en tout cas naturel, qui plaisent plus aux amateurs plus avertis. Mais ce qui est un peu fun là-dedans, parce qu'aujourd'hui les Captain Choice, depuis qu'on a fait des bielles dedans, plaisent pas mal en France métropolitaine, parce que justement les gens aiment ce genre de choses, plus que les rhums réduits ou assemblés. Les gens les trouvent un peu chers, sauf qu'en fait ils ont été initialement depuis 10 ans positionnés sur le marché hollandais pour ces gens qui justement sont pas forcément des amateurs de rhum, mais plus des sponsorisateurs, si je puis dire, enfin des gens juste qui veulent dire plutôt que de dépenser 10 € là, je vais les dépenser dans un projet qui coule, avaient cette belle bouteille cadeau en fait de produits authentiques, non réduits, non assemblés, un peu cher, mais en fait le prix était précisé comme étant en ayant une grande partie pour payer le refit, donc la réparation annuelle des choses qui ont été cassées ou des choses qu'il faut réparer sur le bateau pendant sa pause estivale en Hollande. Ça se comprend un peu moins en France, bien que ça se comprenne et qu'il y ait des clients qui en achètent, mais ça se vend bien mieux dans ces autres pays-là qui connaissent ce discours-là. Donc c'est quelque chose sur lequel nous aussi on travaille pour l'expliquer. Bien que vous le savez bien, sur les cuvées Frères de la Côte qu'on sort, on se bat pour essayer de gratter vers le bas le moindre euro. Parce que c'est normal et qu'on n'est pas là pour faire de l'argent, et on veut surtout justement pas montrer ce message-là, parce que on veut montrer que c'est quelque chose qui est viable en fait, et que quelque chose qui peut que marcher et qui est normal. Et puis il y a un truc qui est assez fun quand même, c'est que on le crie très fort pour que les gens l'entendent, mais on paye pas le pétrole en fait, hein. Vous connaissez le prix du gasoil à la pompe. Nous, on a juste besoin de vent et de bonne volonté et d'un super équipage bien soudé, de pas beaucoup de personnes, une quinzaine de personnes, et puis ça marche quoi. Donc si je pouvais faire pareil avec ma voiture, je le ferais quoi. Donc si la CMH et GM se disaient d'un coup, mais si on payait plus le pétrole, on serait riche. Oui, peut-être qu'un jour ça va changer. Bon, ça c'est l'utopie, pour l'ironie. Je vois plein de questions défiler, je les ferai après, parce que sinon je vais faire que répondre à vos petites blagues que je vois passer là. Mais je le ferai ensuite, promis. Ça c'était donc les 4 cuvées des 4 escales. Il y a eu les 3 Captain Choice. Je sais même pas vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de Captain Choice Barbade, bien qu'il y ait dans la liste des numéros des éditions Tres Hombres pour les amateurs, il y ait le numéro 31 de la Captain Choice Barbade qui soit passé outre. Alors j'espère qu'il nous réserve une bonne surprise. Franchement, j'ai même pas l'info. Il y a eu ça. Ensuite, on a embouteillé juste avant le Bordeaux Rum Fest de décembre, l'Hispaniola numéro 4, que vous connaissez bien et qui est un produit qui marche
bien en tant que commerçant, hein, et qui plaît du top. C'est un truc assez fou, hein, j'en reparle rapidement parce que vraiment ça plaît à tout le monde, c'est un truc de fou. Vous avez ce rhum là qui est un Rhône. Alors déjà je dis ça, il y a la moitié des mecs qui vont me mettre des têtes rouges et des machins comme ça, et d'autres qui vont me dire qu'ils adorent, avec des glaçons et une paille. Mais c'est du Rhône, donc c'est du rhum de mélasse un peu édulcoré pendant son élevage. Vieillissement Solera, me tape pas Florent Bochet de Compagnie des Indes, que je salue, parce que ouais, la Solera justement c'est un peu compliqué, mais je vais pas refaire le cours sur la question d'âge, donc on me dit juste Solera, on s'en fout un peu de l'âge, qui est donc à haut degré. Et moi-même en ayant goûté ça, j'ai été guéri de mon désamour du Rhône, parce que finalement je perdais ce côté écœurant, un peu douceâtre, un peu visqueux, hein, du rhum de mélasse un peu doux, et parce que rincé par cet alcool, par cette rétro-olfaction vachement intéressante, et donc super plaisant. Et je me suis amusé avec cette bouteille-là, et je salue tous mes copains du Rhum Club Provence que je vois dans les commentaires. Salut Chris qui dit que je suis fantastique, tiens, un des rares commentaires que je lis. Je sais, non, je rigole. Je peux raconter cette soirée où on était une dizaine à se faire une soirée à l'aveugle. On avait tous rapporté un échantillon qu'on avait anonymisé, etc. Tous mes copains qui sont des puristes agricoles, machin, même si, bon, bien sûr, ils sont ouverts d'esprit sur la dégustation, etc. À l'aveugle, se sont presque fait piéger. Bon, ça arrive à tout le monde, et moi le premier, en pensant que c'était autre chose. Et quand je leur ai dit, bon, écoutez, je peux vous proposer de vous la vendre sans que vous sachiez ce que c'est, est-ce que vous achetez? Ils m'ont tous dit, j'en veux une. Et finalement, c'était du Rhône. Et maintenant, dès qu'il y a un nouvel opus, ils l'achètent. Et ça plaît vraiment à beaucoup. Et quand, par exemple, ma dernière intervention avant d'être confiné au VNB, où il y a tout le monde, il y a vraiment des amateurs de tout genre, ou des gens qui découvrent pour la première fois, etc., ou des couples, etc. Quand je dis j'ai un rhum à 62 degrés, que j'ai là, machin, goûte-le parce que je sais que tu vas adorer. Tout le monde adore. C'est un truc de dingue. C'est même plus, voilà. Et ceux qui sont déjà apeurés, parfois quand je dis tiens, j'ai un rhum à 42, ils disent oulala, 42 c'est beaucoup. Et le 62, ils adorent. Enfin, certes. Après, achetez-en. Non, je rigole. Bon, en plus, je suis même pas sûr qu'il en reste. Mais c'est un rhum qu'on fait depuis donc 4 ans maintenant, et qu'on a repris cette année, et qu'on va refaire parce que c'est une référence chez nous. Voilà. Donc il y a eu cette Hispaniola. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ensuite? Il y a eu plein d'aventures plutôt chargement, parce qu'en début d'année c'est là où on a chargé les choses, donc j'en parlerai après. Et ensuite il devait y avoir donc une dernière cuvée Frères de la Côte, parce que le Tresson Bresse sort tout d'un coup, hein, en Hollande. Nous on les sort petit à petit dans l'année pour essayer de répartir et dispatcher les quelques fûts dont on hérite du chargement du Tresson Bresse. Et on a gardé donc est-ce que j'en oublie un? J'ai l'impression que j'en oublie un. Non, c'est bon, je l'ai pas oublié. On a gardé ce dernier fût, donc qui est le premier arrêt du Tresson Bresse pendant sa transatlantique, qui est un fût d'Aldea à la Palma. Donc il y a eu la version réduite Tresson Bresse, la version Captain Chose Tresson Bresse, et il y a un fût qu'on a eu pour nous, et ce sera le premier embouteillage La Palma des Frères de la Côte que j'ai fait goûter à pas mal de monde pendant mes tournées. J'avais toujours un échantillon avec moi. Rhum délicieux, franchement, un truc de fou. C'est du rhum agricole, donc c'est du pur jus, assez familial. En plus, c'est ADA, coupé à la main et tout, un peu à l'ancienne comme on aime bien, qui peuvent vieillir de deux façons différentes. Ils ont du vieillissement single cask et du vieillissement à l'espagnol, donc en Solera, parce que c'est une île espagnole, mais qui fait du pur jus, j'insiste là-dessus. Une tuerie, vraiment, c'est fou, et à très haut degré, parce qu'on les voulait assez fort. Et puis on ne voulait pas le réduire. C'est d'ailleurs, pour l'anecdote, un des rares fûts, d'ailleurs le seul fût où quand on l'a ouvert, quand on l'a reçu dans notre chai à Saint-Étienne, on s'est regardé un peu en se disant bon, il est un peu fort quand même. Et pour que je dise ça, c'est qu'il était fort. Mais il y a une vidéo d'ailleurs qui est fun. Mais finalement, en fait, avec le temps qui passe depuis qu'on l'a reçu, il s'est vachement calmé, et il est à haut degré, il est délicieux. Donc merci Jerry qui dit qu'il est pas mal, c'est vrai que je te l'ai fait goûter aussi. Je peux vous le dire maintenant parce que j'ai demandé l'autorisation juste avant. On avait prévu avec les organisateurs du Rumfest Paris, enfin du Rumfest tout court, de garder ce fût pour leur embouteiller dans une cuvée qui était à leur nom, enfin en tout cas dans un nom commun, Frères de la Côte, édition du Rumfest 2020. Donc le Rumfest a jamais vraiment fait une cuvée officielle, étiquetée, etc. pour l'événement. Voilà, ça nous tenait à cœur. Ils nous soutiennent beaucoup, ils parlent de nous dans le Rhum Porter, ils sont beaucoup nous convier dans leurs événements, et à faire en sorte qu'on soit visible et à nous soutenir, sachant qu'on est quand même des très petits faiseurs. Et donc on avait prévu de faire cette cuvée ensemble pour qu'elle soit disponible au Rumfest, dégustable au Rumfest,
est achetable là-bas. Donc le Rumfest a été décalé et puis avec les annonces récentes, on ne sait pas encore s'il sera maintenu ou pas. Pour l'instant, de toute façon, personne n'en sait rien. Ce fût-là, on va devoir finalement malheureusement l'embouteiller en notre nom parce que nous aussi on a un peu du mal en trésorerie, enfin je veux dire comme tout le monde, donc il faut bien que l'entreprise tourne et que c'était prévu pour là, donc on va l'embouteiller quand même et sous le nom des Frères de la Côte il sera disponible aussi. Les modalités de livraison et tout je les connais pas, mais normalement via le site internet et via nos cavistes qui font beaucoup d'efforts en ce moment pour travailler et tout, franchement bravo les gars et soutien d'ailleurs, franchement on sait bien tous que c'est dur tout ça. On est derrière vous du mieux qu'on peut aussi et nous pareil on essaie de soutenir les bateaux qui sont actuellement en mer et donc on a besoin voilà, de continuer à faire tourner la boîte. Donc ce fût on va l'embouteiller officiellement, il va être disponible bientôt dès qu'on pourra l'embouteiller parce que là j'en suis à 700 km et le capitaine François qui nous regarde est encore plus loin parce qu'il est bloqué en Hollande, frontière fermée, mais dès que possible on va l'embouteiller. On a déjà reçu les bouteilles, les bouchons, pas encore les étiquettes parce qu'on vient de décider que finalement il n'y aurait pas le logo du Rumfest dessus, mais par contre on s'y engage et on s'est organisé pour un des fûts qui est à bord d'un des navires qui est dans l'Atlantique actuellement et qui va nous rapporter des belles choses sera une cuvée du Rumfest 2020, même si il l'aura lieu en 2020 j'espère, mais en tout cas ce sera une cuvée comme ça parce qu'on y tient et qu'on compte y être présent et qu'on est tous solidaires dans tout ça. Donc là ça nous fait arriver à la fin des aventures du chargement de l'année dernière, des fûts et des cuvées qu'on va sortir. Et donc voilà, donc j'ai fait un tout petit tour des questions, j'ai vu qu'il y en avait 10 000, donc je vais essayer de faire ça quand même vite, enfin je peux me passer d'ici des questions, je regarde vite et ensuite je continue. Hop, hop, hop. Alors pour répondre à tous ceux qui demandent, la banane chocolat meringue de tout à l'heure était pas mal du tout, ce qui était plus triste c'était la fin de la bouteille de JM. Tac tac tac, oh il y a Camille en ligne, salut Camille Laquin aussi. Une de mes coachs pour m'apprendre plein de belles choses à Bordeaux quand j'étais sommelier. Tac. Ok. Ah, tac. Bon, je vois pas beaucoup de questions là-dedans. Alors, Alexandre Césarin, à quand un embouteillage Berrivellier ? Je t'invite à regarder les embouteillages passés de Tresson-Bresse Faire Transport. Il y a déjà eu des embouteillages véliers. Un biel qui a été d'ailleurs, c'était une tentative, j'ai appris ça il y a pas longtemps, d'ailleurs c'est grâce à Jerem Butcher, je sais pas s'il nous regarde lui par contre, au chargement du Tresson-Bresse à Dieppe, donc c'est les marchandises qu'on a chargées dans l'autre sens à livrer vers la Martinique, nous a apporté l'édition Vélier Tresson-Bresse 2007 je crois de mémoire, et un Vélier en fait qui était exactement le fût cousin ou voisin ou frère etc, qui a été transporté dans un porte-container et c'était ouvertement déjà à l'époque fait pour comparer les deux, et clairement c'est comparable quoi, hein. Franchement il y a deux choses différentes, il n'y a pas forcément de meilleur ou de moins bon, mais il y a deux expressions vraiment différentes d'un même travail, d'un rhum qui était déjà vieux mais qui sur la fin de sa vie en gros a évolué. C'est franchement bluffant, on parlera du dynamique ensuite, mais donc même si c'était j'imagine une petite boutade, un corne embouteillage par Vélier, demande-lui, hein. Nous on peut négocier de la place, hein. Cécile, salut Cécile Prusse aussi, super ton live la dernière fois, bravo. Hop. Alors, tac. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions finalement, il y a juste beaucoup de notifications. Est-ce qu'avec Tresson-Bresse, si on fait nos embouteillages indépendants, Camille? Oui, totalement, on est frères, on est cousins, on est partenaires, on est deux entreprises différentes, deux entités différentes, donc c'est plus simple comme ça. Mais en gros, on est simplement distributeurs. Mais distributeurs qui peuvent entre guillemets affréter, donc choisir ce qui va être à bord. C'est le cas des Antilles françaises où on a déjà mis du biel, où on a déjà mis du favorite, où cette année on a chargé un tiers de la cale de vin, d'armagnac, d'huile d'olive, etc. pour la destination des Antilles, ce dont a parlé Raphaël tout à l'heure sur le live, qui est disponible en replay sur la page Les Frères de la Côte, et ce que je pourrais t'expliquer un peu plus en détail. Mais bien sûr, ouais, en fait, les fûts qu'on a pour être embouteilleur indépendant, en fait, le statut qu'on a, il nous permet juste d'adapter au marché français et à nos goûts d'abord et surtout, et en parallèle justement de nos copains qui ont les mêmes goûts que nous, les mêmes fûts que sur le Tresson-Bresse. Donc plutôt qu'à leur arrivée en Hollande, ils soient assemblés réduits pour que ce soit accessible au plus grand nombre et gustativement facile entre guillemets,
On a choisi d'avoir le produit brut parce que ça nous tient à cœur, en tout cas nous, Frères de la Côte, mais eux aussi, mais c'est juste pas le même marché, d'avoir un produit transporté de la meilleure manière possible, du producteur au consommateur et du producteur averti au consommateur averti en fait. Donc en fait, non, on est exactement la même chose. François Mangin, un des deux Frères de la Côte, créateur de la boîte avec son frère, est actuellement confiné chez Fair Transport le Nordlys, qui est le bateau cousin ou frère du Tresson Bresse, travaille actuellement sur les projets communs, donc on est exactement la même chose. Voilà, et regarde, tu vois, j'ai le t-shirt Tresson Bresse. Alors, la question sur tourner la cuillère du Tiponge, il faut afficher plus, mais j'ai vu qu'il y avait 11 likes dessus, ça doit être très drôle, merci Mathieu. Mais avec une perceuse, c'est mieux, comme j'ai fait dans ma vidéo. Les bouteilles, les machins, 5 fûts. Je regarde. Oui, big up VNB Fréjus, Florian Jonquière, carrément. Super rencontre, super mec, et j'espère que ça tourne. J'ai vu que les VNB arrivaient à réouvrir là bientôt, donc j'espère que le tien aussi. Big up, parce que top. C'est un super gars, super cave, super clair clientèle. Enfin, franchement, vraiment bon gars. Alors, Ruka, Gargano, faire une série, fût de plastique. Bon, ah merde, ça va te faire monter. Bon, c'est ta faute, Mathieu Lessi, avec ta blague, je la lirai plus tard. J'en étais là. Merci Johan pour ton beau commentaire, je lirai tout ça plus précisément. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais goûté vos embouteillages, quelle référence recommandes-tu pour se faire une bonne idée de votre travail? Alors, comme j'expliquais, Colin, Lac ou Lach, merci pour ta question. Alors c'est compliqué parce que c'est justement étant itinérant et embouteilleur indépendant de plusieurs coins de l'Atlantique, on a des choses qui sont totalement différentes les unes des autres. Je peux pas te garantir que tu aimes beaucoup un favorite agricole sec, sans sucre, à haut degré, enfin à degré normal pour les Antillais, mais pas forcément pour les gens de République Dominicaine, et que tu aimes beaucoup un rhum de chez Oliver et Oliver, bien que parfois les gens se rejoignent là-dessus et préfèrent l'un ou l'autre, parce que justement ça permet un peu de s'ouvrir à l'horizon grâce aux embouteilleurs indépendants. J'aime beaucoup répondre ça à la question à quoi servent les embouteilleurs indépendants. Justement à faire des sélections auxquelles les clients peuvent faire confiance, entre guillemets, c'est-à-dire tiens, j'aime bien son prix, j'aime bien sa sélection, j'aime bien son style, je vais lui faire confiance pour découvrir un rhum que d'habitude j'aime pas ou que je connais pas. Moi j'ai beaucoup fait ça avec Compagnie des Indes par exemple il y a plusieurs années grâce à Florent parce que je connaissais sa patte, sa signature, ses tarifs, et quand je savais qu'un rhum coûtait tant, venait de là et machin, je savais que déjà avec ses valeurs à lui ils étaient pas édulcorés, pas colorés, etc. Je pouvais m'y fier pour telle ou telle raison. Il y a des gens qui vont chez Anthony de Brother à Toulouse parce qu'ils savent que lui, il chope des choses très authentiques, très brutes à haut degré. Chacun a son idéologie, et donc c'est un peu la force comme ça. Donc on a tellement de choses différentes que c'est dur de te dire tiens, goûte ça. Après il y a des choses justement très unanimes. Donc je serais un peu malade en tant que commercial, mais comme mes collègues qui font le même métier que moi me diraient mais t'es fou, de te recommander l'Hispaniola numéro 4 parce qu'il est encore disponible et il plaît vraiment à tout le monde quand je le fais goûter, c'est un truc assez dingue. Mais il fait 63,4 degrés cette année, enfin en tout cas voilà des degrés qui peuvent être affolants quand on n'est pas trop amateur ou érudit et tout ça de rhum très fort, mais ça marche franchement quasiment à tous les coups, à 99% des cas, même les gens qui ne boivent pas forcément d'alcool, donc c'est top. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de cool? Faut goûter les embouteillages Tresson Bresse, c'est vraiment un premier abord aussi, c'est réduit, c'est assemblé, mais c'est quand même très authentique. Il y a 4 provenances, les tarifs sont abordables, et une fois que tu as vu un peu le style que tu aimes, tu te dis tiens, je vais passer au Captain Choice qui est un single casque un peu plus fort. Ah tiens, les Frères de la Côte en France, ils ont le même type de fût mais vraiment brut, etc. Tiens, je prends ça. Et puis sinon, viens nous voir sur les salons, ou viens me voir quand je me déplace, parce que je me fais un grand plaisir de te faire goûter tout ça, et puis j'ai toujours plein de petits échantillons de ce qu'on a encore en stock ou ce qu'on a dans les bateaux avec moi pour vous les faire découvrir. Voilà. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser ou à même les poser directement sur Facebook, je t'y répondrai avec plaisir. Tac. La cave à rhum d'Antibes, écoute, avec plaisir. Ce sera une bonne excuse de venir, salut Michael Roy, à Antibes. Tac, j'essaie d'avancer sur les questions pour continuer à vous parler. Vous êtes démarqué avec les autres embouteilleurs, machin, merci Johan, c'est cool.
À quand le Longto, Romain? Nope. Bah écoute, bah pareil, nous on est de bonne volonté, on aime le Longto autant que vous, et on va là-bas. Donc parlons-nous. Et d'ailleurs je connais François fils bien, on se croise parfois. Salut François. Coïncidence folle, un mec qui m'a dit, tiens, un skipper qui voulait qu'on travaille ensemble, m'a dit, tiens, je te donne un numéro d'un mec dans le Rhum que je connais, c'était le numéro de François. Donc le monde est petit, et pourquoi pas, écoute, il n'y a aucun frein, et on est carrément intéressé. Et puis, si un bateau est plein, on en fait un autre, je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc à quand le Longto, quand vous en voudrez, et quand ils voudront, avec plaisir. Tac, c'est l'heure du petit punch, ouais, hop là, santé les amis, putain, je bois pas. Salut Raphaël de Lyon, j'espère que la cave ça va bien. Gilles Ranger aussi. Cuvée intemporelle, Anne. Exactement ça, en tout cas on sera là, on sera au rendez-vous. Et on sera au Rumfest 2020. Tout dépend, n'importe quand qu'il aura lieu. Jerry, je te garderai la bouteille. Bah écoute, tu seras à la boutique CDM du Rumfest, donc tu auras ta bouteille. T'inquiète pas, tu pourras te la garder. Manger à la casa à la fin du confinement. Complet, tu fais un barbecue le Chris. La question de Nicolas Gical, je la lis même pas parce que je sais qu'il me traque. Savannah, bah ouais, mais alors, j'en ai parlé pendant le live de Cécile à Savannah la semaine dernière, il y a quelques jours. Pour l'instant, c'est pas du tout sur nos routes, ce côté-là du monde. Ça fait rêver. Puis imaginez un Savannah à Yester ou bien aromatique, dynamique, là, bien brassé par le retour le long de la corne africaine, ça pourrait être vraiment pas mal. Là, c'est l'amateur qui parle. Donc dès que c'est possible, on est chaud à 100%, surtout que derrière, il y a plein d'autres beaux endroits, il y a toute l'Afrique où on peut récupérer des choses, etc. Mais pour l'instant, clairement, c'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est pas ce qu'on fait. Mais par contre, il y a beaucoup de projets similaires où déjà il y a beaucoup de bateaux qui circulent. Et donc c'est quelque chose qu'on regarde aussi, c'est de pouvoir un peu affréter, comme on le fait bizarrement avec nous, avec le Tresson-Brest, bien que ce soit un peu la même entreprise, on leur demande de nous charger des choses dessus. Et on pourrait le faire avec d'autres navires qui vont dans ces routes-là. Pour l'instant, officiellement, c'est pas à l'ordre du jour, mais clairement, ce serait cool, Savannah. Est-il possible de participer à la traversée bénévolement? Je connais pas forcément les réponses à tout ça, mais normalement, non. Il y a à bord on va prendre le cas du Tresson-Brest, une quinzaine de personnes pour faire tourner le bateau, bien qu'il en faille moins techniquement, mais que ce soit moins drôle. Il y a 5 membres d'équipage qui sont des salariés à bord et qui sont des officiers de bord et qui sont des professionnels de bord. Et vous avez évidemment le capitaine, son second, le troisième, le deuxième second. Vous avez ensuite la cook, la cuisinière, qui est la plupart du temps une femme, mais ça pourrait être un homme, mais là c'est une femme ces dernières années, qui est selon les marins, et moi je suis pas marin à part très amateur en Méditerranée quand il fait beau, qui est le rôle le plus important du bateau, plus que le capitaine, parce qu'elle tient le moral des troupes, elle leur donne des forces, et elle joue souvent un rôle de discussion et tout ça, donc il semblerait, et puis d'ailleurs c'est toujours des personnages franchement à rencontrer, elles sont adorables à chaque fois, et pleines d'énergie, c'est bien parce qu'à chaque fois qu'on est invité à bord, on a le droit à notre ration aussi, c'est top. Et ensuite, il y a le Bosco, c'est l'homme à tout faire, le réparateur. Regardez ça sur internet si ça vous intéresse, le terme Bosco. Donc, traverser gratuitement, pas vraiment. Ensuite, il y a ils payent pas évidemment, ils sont payés. Ensuite, vous avez des stagiaires, c'est-à-dire des marins en devenir ou déjà des marins, mais qui doivent faire des heures en mer ou qui veulent juste simplement apprendre leur métier ou voyager, qui eux, je crois, payent une partie de la caisse de bord, mais ne payent pas forcément pour être à bord parce qu'ils sont vraiment des membres importants de l'équipage. Et ensuite, vous avez des passagers qui, peuvent choisir de rester dans leur cabine, ce qui arrive franchement pas souvent. Et d'ailleurs, juste anecdote, il y a eu un cas comme ça de passagers sur un autre navire avec lequel on travaille, qui sont arrivés et eux ont commandé des transats. Et vu qu'il n'y avait pas de transat à bord, il a fallu qu'ils fassent venir des transats. Donc non, ça c'est jamais arrivé sur le Tresson-Brest. Et généralement ça arrive pas, et puis quand ça arrive, par-dessus bord, non, c'est une grosse blague, mais non, c'est les gens qui viennent à bord, c'est les gens qui veulent vraiment apprendre leur métier, voyager, et vivre des sensations qui sont les plus intenses du monde. Ensuite, prévision, on se refuse de sortir chez Longto pour embouteiller chez les frères Lacoste. Quand je l'ai dit tout à l'heure, Bastien pour le Longto, avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
On peut décharger à Marseille. Alors Dany, salut Dany. Alors Marseille, encore une fois, c'est pas son route et ce serait une perte de temps folle de rentrer en Méditerranée et d'aller là, surtout sans moteur, parce que parfois le moteur peut nous faire gagner des semaines ou des mois à cause de vent inverse ou de courant ou de choses comme ça. C'est pas du tout le trajet des bateaux actuellement, même le Nord-Lys ce serait un trop gros détour pour lui. Par contre, tu le sais bien, je suis méditerranéen, même si ça se voit pas, mais je suis du sud et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, ne serait-ce que personnellement. Et j'ai plein en plus de ça, tu le sais très bien, et on en a déjà parlé de contacts là-bas et qui ont envie de transporter des choses, qui veulent participer à ce mouvement qui leur tient à cœur aussi, et donc on y travaille. Aujourd'hui il n'y a rien d'officiel, j'ai 2-3 contacts de skippers qui ont de la place, qui s'arrêtent par là et qui pourraient éventuellement, etc. Donc on étudie la chose. Ça me permettra d'ailleurs, ta question, de souligner ce projet que je vous invite à aller liker. Bon, même si c'est qu'un like sur Facebook, c'est toujours ça les soutient. C'est Brigantes, donc Brigantes en Sicile, qui est le projet, on peut dire vraiment jumeau des Frères de la Côte actuels, dont je vais parler dans quelques minutes, d'une coque métallique qui est en train d'être réarmée et organisée pour être un nouveau voilier de transport cargo assez massif qui sera basé en Sicile et qui, donc, lui, avant de traverser l'Atlantique, parce que c'est son but, va faire des différentes escales en Méditerranée. Et donc moi, en bon méditerranéen, j'ai envie d'y mettre du pastis de Ferroni, du matériel pour que Ferroni puisse aller justement avec toi, Dany, au Cap-Vert, et on en a déjà parlé tous les trois ensemble, distiller ou vieillir, etc. Des choses là-bas qui seraient une route possible, rapporter des huiles d'olive de Sicile, des rhums rangés de Marseille, salut Hugo, etc. Enfin voilà, on a très envie de ça, mais aujourd'hui, pour nous-mêmes, c'est pas du tout au programme, bien qu'on recherche quand même des alternatives. Il y a Roger Caroni qui me dit bonjour, salut poulet. Réal Anglaise, route maritime, on va y arriver sur le vieux port à Marseille, je viens d'en parler. Manicou, pardon, je t'ai oublié aussi. Cristal aussi, voilà. De toute façon, on n'est pas là à dire l'un l'autre machin, on veut juste, en fait, si il n'y a plus de place, on trouvera un moyen de financer un autre truc. Enfin vraiment, c'est pas là pour sélectionner qui mérite ou qui mérite pas. Il y a des gens qui veulent des produits à un autre endroit, on les transporte proprement, point barre. Voilà, je veux dire, donc Rémi avec plaisir aussi, surtout pour la petite histoire. Allez, je fais de la pub parce que je suis marseillais, aixois, mais Rémi Anglaise, donc avec le rhum Manicou, descendant de ses grands-parents, si je dis pas de bêtises, qui étaient déjà justement importateur de rhum à Marseille, un des 3 plus gros ports d'un port de rhum en France à l'époque, qui avait créé la marque Manicou et qui a été remise au jour grâce à Cristal Lumignania, Guillaume Ferroni et le descendant Rémi, salut. Et avec plaisir de charger du rhum ou de te rapporter de quoi faire la recette du Manicou comme à l'époque. C'était comme ça qu'ils faisaient, donc refaisons comme avant. Des adresses sur la région parisienne. Alors si on parle d'adresses où acheter du rhum, Cyril Mautré, il y en a plein. Je t'invite à aller sur lesfrèresdelacôte.eu où Raphaël Mangins tient à mettre à jour tous nos distributeurs, nos partenaires qui nous font confiance et qui nous aident, surtout qui nous commandent des choses et qui voulaient les revendre. Je veux pas trop faire le sectaire parce que ça va me venir de but en blanc, mais Excellence Rhum, Christian de Montaguer, qui a d'autres, il y a la Maison du Rhum, Eddie Lavigny aussi qu'on salue, la Table du Loup, qui peut aussi servir des choses plutôt que juste de vendre la bouteille fermée. La région parisienne, je la connais moins parce que c'est pas moi qui la gère du tout, la région, je veux dire, autour. Mais voilà, plusieurs points comme ça. J'ai oublié le nom. Une super cave historique et Quentin Tesson, c'est un des sommeliers qui bosse là-bas, mais j'ai oublié le nom de la cave, mais super cave de dingue. Voilà, il y a plein d'adresses, mais c'est sur lesfrèresdelacôte.eu. La cuvée Rumfest devient cuvée Covid, Thomas Huberdo. Non, on a pensé à plein de blagues, on en a plein, on aime bien les jeux de mots, mais on va rester cool. Et voilà, enfin, ce serait mal vu, même si tu sais bien qu'on aime les jeux. La route des Caraïbes restera seule, voilà, j'en ai déjà parlé, Étienne, salut à Bordeaux, mais pour l'instant, pour nous en tout cas, on reste concentré sur la transatlantique. Tonnerre Navarre qui dit avec des fûts de chez nous, évidemment, au top, on y travaille, donc c'est cool, et puis super boulot avec tous tes fûts, et puis les mini-fûts aussi, sur lesquels on est en train de réfléchir à des petites tournées aussi, ça sera cool. Voilà. Je vois que ça bug un peu. C'est la fin d'Hispaniola numéro 4. Il semblerait qu'il reste 11 bouteilles dispo.
bah dépêchez-vous. Est-ce qu'il y a encore des questions? On entend bien les oiseaux, ça sent le printemps. Ouais, carrément. Tac. Alors, Johan, je vais lire ta question, tiens. Raymond, oui, bah, je vais en parler. Je parle tellement que j'y suis pas encore, Johan, mais je vais en parler carrément. Besoin de place cette année, mon capitaine, Anto. Ben, on en parle depuis tellement longtemps. Et puis, hey, je t'ai fait une place, Anto. Hein. Ça me permettra d'en parler. Tiens, je vais prendre les questions pour orienter mes chapitres parce que je vois que je cause comme d'hab. Mais donc, Anthony Martins de La Source et All Brothers à Toulouse, qui est un bon ami à moi, un bon camarade et mon bouteilleur que j'aime beaucoup avant tout, en tant qu'amateur. Et c'est à 100 parti pris parce que je buvais du All Brothers avant de le connaître. Donc je le souligne. Je lui ai fait une place un peu d'ailleurs de dernière minute, et parce que je me suis dit tiens, les choses se connectent et il y a de quoi faire passer du All Brothers en 1 heure. Et tu t'en souviens, Anto, sur une annulation et un remplacement, et boum, ça s'est fait. C'était franchement au top parce que j'étais déçu de ne pas pouvoir t'avoir fait profiter de cette opportunité-là. On travaille avec un nouveau navire cette année qu'on a affrété pour justement pouvoir se développer en tant que frère de la côte le temps que nos projets à venir viennent. Donc ce bateau, ce voilier cargo de Galante d'une compagnie qui n'est pas la nôtre, pour laquelle entre guillemets on paye le transport, parce qu'ils transportent des choses. Donc la Blue Schooner Company, que je vous invite aussi à liker, ne serait-ce que pour les soutenir et leur dire que vous êtes derrière, que les choses qu'ils font là vous plaisent. Ils sont armateurs du voilier cargo de Galante, qui est un gros 2-mâts. Alors je sais pas si c'est un brigantin, là c'est des termes techniques de voile que je maîtrise pas, qui a une centaine d'années et qui a une grosse coque métallique qui va ressembler un peu aux Ziane en plus petit. Qui fait du transport de passagers, un peu de science, un peu d'études comme ça, école de voile, et qui aussi fait du cargo. Et cette année, pour la première fois, transporte du rhum pour nous et tout court. Et donc, étant donné que beaucoup de ces navires sont à vide, y compris d'ailleurs le Tresson-Brest, sont pas forcément pleins en partant d'Europe vers les Antilles, on s'est dit tiens, on va aussi travailler sur le côté, alors qui est pas forcément écologique, qui est pas dans le but écologique, mais de vieillissement de rhum en mer, parce que c'est bien un sujet qui vous intéresse, le vieillissement dynamique, dont je peux parler si vous avez des questions. Mais on s'est dit tiens, ces bateaux qui partent pas forcément pleins et qui sont pas toujours pleins sur le retour, c'est pas le cas du Tresson-Brest qui déborde. On pourrait faire tourner les fûts un an. Ça a été le cas en temps longtemps de Biel il y a quelques années, où les fûts ont tourné plus d'un tour, et où le vieillissement dynamique a été fulgurant. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a un peu chauffé là-dessus. Alors ça engage certains qu'on parle toujours de ça, mais quand c'est juste gustatif et objectif, il faut en parler, quoi. Alors quand c'est pas objectif, moi le premier, j'en parle pas. Quand je fais goûter un Tresson-Brest réduit et assemblé, de la gamme avec le crochet là, bien là sur lesquels tu peux te dire ouais, peut-être, mais non, c'est pas objectif. Quand tu goûtes un rhum agricole qui a été mouillé en haut, poussé par des nageurs pendant 1 heure et demie, et salut à tout le monde qui l'a fait cette année encore, qui est mouillé par le sel, qui est dans les embruns, qui se prend une tempête et compagnie, tu le goûtes, quoi. Et surtout quand tu goûtes le avant-après. C'était le but de la cuvée favorite de cette année. Donc on s'est dit on va faire des rotations complètes. Donc il y a du All Brothers 86.3 à bord. J'ai eu la chance de le goûter avec les copains de l'équipage du Galante en Martinique cette année, en janvier. On a ouvert le fût sur le pont du bateau et même les mecs qui étaient choqués d'avoir ne serait-ce que 86.3 à bord, quand ils avaient même peur de mettre le rhum aux lèvres parce qu'eux ils boivent du Bacardi 40, c'est pas des amateurs de rhum pour écourter. On trouvait ça hyper doux, hyper facile, hyper vanillé, sauf que moi qui bois souvent des rhums comme ça faisait plus 86.3 mais ça faisait 85.9 quoi. Donc ça arrachait la gueule, mais finalement non, c'était magnifié. Donc on regoutera ça avec 6 mois de plus et j'espère pas trop non plus parce que ça veut dire qu'ils pourraient pas accoster les gars du Galante, mais ouais ça va être beau. Donc t'as besoin de place en tour, on t'en fera plus parce que complet, on est chaud. Tac. Est-ce qu'il y a encore des questions? La barbe pousse, ouais, je vous ai dit, je me raserai après. Alors, j'aimerais bien aimer trouver... Ah tiens, Yann. Salut Yann Godard, fan du premier jour et toujours là. Coucou. L'Armagnac, la cuvée d'Armagnac. Alors, pour la faire courte, parce que je vois que j'avance quand même pas mal. Cette année, pour la première fois, au nom des Frères de la Côte, et quasiment, même s'il y a eu des cas, quelques cas, mais je les connais même pas bien, de Fair Transport qui a transporté des choses de l'Europe vers les Antilles, ils se concentraient sur les Antilles vers l'Europe. Et donc nous, distributeurs, on distribuait des produits de l'Antilles vers l'Europe. Le but,
c'est de grandir pour pouvoir moins polluer. Et donc on s'est dit, il faut, et d'ailleurs aussi dans le but de s'entraîner, nous, frères de la côte, avant la venue de notre bateau, le Zian, dont je vais parler un peu rapidement tout à l'heure, à la fin. Un bateau qui est en cours de construction et qui sera disponible plus tard pour faire la même chose que le Tresson-Bresse conjointement. On s'est dit il faut quand même qu'on crée un peu cette dynamique, sans mauvais jeu de mots, dans l'autre sens. Donc il faut qu'on crée un marché aux Antilles. On connaît bien nos amis antillais, on a Raphaël Mangin, un des cofondateurs qui habite là-bas et qui est skipper là-bas. Mais il fallait qu'on apporte des produits sur le marché pour voir s'il y avait des gens qui nous suivraient, donc des partenaires comme on en a en Europe et en France pour distribuer nos produits, des amateurs qui veulent consommer nos choses, etc. Donc on a fait la tentative cette année de charger le Tresson-Bresse à Dieppe en Normandie, parce que c'est un des ports où il a pu s'arrêter. On était là-bas le 11 novembre, c'était super top, et d'ailleurs je salue et je remercie encore mon ami Gauthier Sénécal de son accueil, de son aide et de tout ce qu'il a fait pour nous aider à faire ça, parce que c'était cool. Et puis ça a été un moyen de passer des bons moments aussi avec lui, et au Tresson-Bresse aussi. Et donc au port de Dieppe, on a chargé des marchandises pour les Antilles. On y a mis des vins, des cuvées de vin donc en bouteille. On n'a pas réussi cette année à y mettre des fûts, on avait assez envie, mais bien que ce soit risqué, parce que c'est quand même moins stable qu'un rhum, ou qu'une autre vie. Mais que ce soit possible et réalisable est déjà fait, mais on avait juste des complications d'organisation pour ça, donc on a mis de la bouteille cette année, transportée vers là-bas, donc différentes cuvées de vin que sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais avec grand plaisir pour vous donner des infos là-dessus, beaucoup de copains à moi. Et un fût d'Armagnac, donc la distillerie Jean Cavet, qui est dans le Gers, l'Armagnac, qu'on a voulu entonner dans un ex-fût de la Favorite de l'année dernière. Donc on a ce fût ex-Bourbon qui a contenu de la Favorite dynamique, le fameux blanc dynamique agricole en mer, qui ensuite, une fois vidé, a été re-rempli d'Armagnac 10 ans d'âge, de base Armagnac, je précise, pour ceux qui connaissent, 10 ans d'âge de chez Jean Cavet, qui est une tuerie ultime. Et dans lequel on a entonné ce rhum-là. Ne serait-ce qu'entre le moment où je leur ai fait aller le fût là-bas, qu'ils l'ont entonné, il y avait Anto qui contrôlait ça, il nous a envoyé des super photos d'ailleurs, Anto de la source. Ils ont entonné le 2009 dedans et on l'a reçu une semaine après à Dieppe. On l'a goûté, il était déjà un peu arrondi par c'était vraiment assez dingue. Donc il est embouteillé, j'y ai participé quand j'étais en Martinique en janvier-février. Il est disponible, bien que les choses soient un peu plus dures actuellement pour le distribuer. Mais évidemment, il est sur le marché antillais. C'est pas notre propre et notre envie de vous l'envoyer par avion si vous le commandez sur le site internet, donc on n'a pas rendu ça possible. Par contre, on sait bien que la plupart de nos consommateurs sont ici, vu que là-bas, même s'il y a des copains, il n'y en a pas, je veux dire, de consommateurs, parce que c'est la première fois qu'on vend des choses, donc on ne peut pas savoir si les gens achèteront. Donc on sait que vous en voulez ici. Et donc pour éviter que ce soit transporté par avion ou que vous ayez du mal à en avoir, parce que c'est pas ce qu'on veut créer, de frustration ni rien, on va faire en sorte de vous en rapporter avec un voilier. Alors ça c'est la super idée, mais avec le confinement actuel, c'est un peu plus dur. Mais je suis dessus actuellement, j'avais un coup de fil, ça n'a pas sonné, ça aurait dû, mais j'attends des coups de fil pour charger un bateau qui est sur le départ en Martinique et qui pourrait charger un petit peu de ces bouteilles et d'autres choses. Vu que c'est pas confirmé, je vais pas vous dire ce que c'était que ces autres choses, bien que ça aurait été super cool, mais ils me répondent pas au téléphone, donc suspense. Mais en tout cas, ouais, on y bosse, on va mettre quelques dizaines de bouteilles, pas plus, parce que le but, c'est pas de les faire revenir pour les faire aller, pour les faire machin et tout. Non, on les a mises là-bas, c'est pour les vendre là-bas. Bien qu'on sait que les amateurs sont là aussi, on en fera revenir 35, 48 ou 42, j'en sais rien, pour ceux qui en veulent vraiment. On fera des splits peut-être aussi, enfin voilà, on y travaille. J'ai même pas la mienne de bouteille, je suis pas reparti avec de Martinique, il n'y avait pas les étiquettes, elles n'étaient pas encore finies d'embouteiller. On en aura, mais on essaie de faire les choses éthiquement, sans non plus faire des moulins à vent et faire de la fausse écologie, à faire des allers-retours ou machin, etc. Voilà, donc c'était la question sur l'Armagnac, mais on y bosse, Yann, et puis écris-nous, et puis on va t'en trouver une. Ah, il y a mon ami Ben du Sud. Je sais que sa question est une blague, donc je la lis pas. Hop. Tac. Tondeuse confinée. Ouais, je vous ai dit. Ah ouais, je m'hydrate. Merci de me le rappeler. Ouais, Jean-Louis, c'est cool. Hop. Salut Sam. Oh, ça y est, je suis à la fin des questions. Cool. Ah bah cool, voilà, j'en suis à Yann. Hello Dylan. Et ça, c'est Raph qui m'aide à répondre aux questions. Non.
Top, donc on en était là. Donc je vais vous parler, bon je sais pas s'il faut que j'accélère ou pas, j'ai pas eu de deadline, donc si je m'arrête pas, c'est vous qui m'arrêtez. Mais en gros on va parler des cuvées à venir maintenant. Donc vous en avez appris un peu sur la cuvée Rumfest qui était prévue avec ce fût de la Palma qui est assez franchement une tuerie. Hein. Moi c'est celui que j'ai préféré de l'année, de ouf. Et ceux qui l'ont goûté confirmeront. Et c'est vraiment pas mon genre d'être vendeur de tapis à dire cool, acheter, machin, parce qu'on a tellement peu de bouteilles que ça sert à rien de faire ça. Donc quand je dis que j'ai kiffé, j'ai kiffé. Quand je dis que j'aime pas, c'est pas grave, ça se vend aussi de toute façon. Donc, puis mon avis est pas si important que ça. Sam, non, je t'oublie pas, la bouteille, je te la garde, je te l'ai promise. T'auras une bouteille d'Armagnac, parce que ça me fait plaisir. Donc... la Palma de ouf, mais bon, voilà, écourtons. Donc voilà, c'est les cuvées de l'ancienne traversée. Maintenant, il y a les bateaux qui sont en train de revenir. Le Tresson-Bresse, il est annoncé, il aimerait bien arriver d'ici 3 semaines. Après, éventuellement, une escale aux Açores. Là, il est en milieu de l'Atlantique. Et peut-être une petite escale aux Açores. Peut-être pour charger du thé et du thon, comme d'habitude. Mais franchement, on sait rien, comme dans tous les boulots. Enfin, je ne veux pas vous refaire l'histoire, vous connaissez. Donc, mais ils vont revenir. Et donc, ils sont chargés de plein de bonnes choses. Les arrêts ont été les mêmes que d'habitude. Il y a eu des cuvées qui ont été chargées un peu partout. Vous avez suivi les aventures. Donc il y a eu d'abord du La Palma qui a été chargé. Normalement, on a prévu. Il y a plein de choses qui évoluent parce qu'il y a plein d'aléas et puis la vie avance. Mais normalement, il y a 2 fûts Frères de la Côte dans 2 finishes de vin oxydé espagnol, pour rester vague sans donner trop de précision, qu'on a pris à l'aller jusqu'aux Canaries pour les remplir. Donc 2 un peu genre finish de transport de pur jus assez fun de la Palma, cette fameuse même cuvée. Donc cette année on va peut-être en faire 2, après ça dépendra si tout ça s'est bien passé. Ensuite le navire, le Tresson-Bresse, a traversé jusqu'à la Barbade, où il est arrivé chez Richard Seal, qui est un de nos fervents supporters depuis le premier jour, hein, qui nous soutient. Il nous vendait même du rhum en bouteille à l'époque. Qui est très content de charger des choses à bord de nos bateaux, et qui souligne d'ailleurs une phrase qu'il a écrite en anglais mais plusieurs fois et à laquelle j'adhère pas mal. Si vous voulez, je le traduis, hein. Si vous voulez transporter du rhum par bateau et communiquer dessus, faites-le à la voile. Richard Seal, pardon. Voilà, citation, comme ça c'est pas moi qui l'ai dit. Mais voilà, faut pas, même si, bon, je comprends et tout, raconter que youhou, en fait, mon rhum, je l'ai rapporté en bateau. À voile ou pas? Oh, en bateau, juste. Ça sert à quoi, en fait? 99% des rhums sont rapportés en bateau, donc communiquer là-dessus, franchement, c'est malhonnête. Et la malhonnêteté, elle est envers nos descendants, nos enfants, à tous. Non, voilà. Et d'ailleurs, c'est une chose qui... moi, qui suis, entre guillemets, le commercial de la bande, qui essaie de mettre les rhums sur le marché, j'utilise souvent le mot écologique, et je suis repris à l'ordre par mes amis associés qui me disent mais arrête de dire que c'est écologique, c'est à la voile. Et c'est pas à nous de dire qu'on est écologique, c'est à ceux qui vont cracher de la fumée noire au milieu de l'Atlantique de dire que c'est pas écologique. Et même si packagingment parlant, marketingment parlant, c'est cool de dire écologique, ne serait-ce que pour le référencement naturel sur Google, il n'y a pas besoin de le dire en fait. Ouais, c'est ramené à la voile, à la force du vent et des hommes. Et franchement, on devrait plutôt militer et mettre tous nos efforts à dire que tous ceux qui font mal les choses, ils soient juste pas écologiques. C'est comme l'agriculture bio. Ouais, cool, c'est de l'agriculture quoi, en fait. Quoi. Il faudrait juste qu'il y ait des étiquettes, des trucs obligatoires, agriculture pas bio quoi. Et enfin, là, je vois ça. J'ai tout le jardin en permaculture de mes frères. Nous, on va pas au supermarché, il n'y a pas besoin. Donc, on peut s'en sortir sans de choses trop compliquées. Voilà. J'en étais où? Oui, les cuvées. Donc il y avait ces 2 cuvées Palma. Ensuite, chez Foursquare, pour l'instant, la version qu'on a, et ça change tout le temps, c'est qu'on sait pas. On aura peut-être un fût, on aimerait bien, mais on verra à l'arrivée. Donc il y aura peut-être un Foursquare Frères de la Côte, et pour l'instant, c'est pas du tout acquis, on verra. Ensuite, après la Barbade, vous le savez bien, il est arrivé en Martinique, où on a pu décharger toutes ces belles choses, et j'y étais, et franchement tellement content d'avoir pu mettre les pieds là-bas et vivre tout ça, et je sais même pas pourquoi je suis revenu en fait. Ça, c'est une question philosophique. Hein. Voilà, et donc on y a chargé du rhum de la Favorite dans des fûts qu'on a apportés, c'est-à-dire des fûts de chez Jean Cavé, de l'Armagnac, qui étaient encore un peu mouillés, vides, hein, mais mouillés, de base Armagnac, de 300 litres, ces fûts-là, où on y a mis du rhum en fait... de la Favorite agricole, qui a 2 ans et demi et quelques, il était de novembre je crois, de juillet, non de novembre pardon, ouais c'est ça. À la base on pensait que c'était juillet, mais finalement c'était un lot de novembre, de distillation de novembre, de mise en vieillissement de novembre, qui en fait
pour l'histoire, et ça c'est ce qu'on voulait vraiment depuis qu'on avait mis en bouteille la cuvée précédente de Blanc Dynamique, sera mise en bouteille pour son anniversaire de son passage de rhum ESB ou brun ou jeune jusqu'à rhum vieux, VO, à ses 3 ans. En fait, il aura 3 ans quand on le mettra en bouteille en novembre prochain à Saint-Étienne. Venez nous rejoindre parce qu'on aime bien de la compagnie et de la main d'œuvre gratuite. Et puis on vous paye un verre si vous nous aidez à cirer, boucher tout ça. Mais donc voilà, ce sera mis en bouteille en novembre, pas en septembre pour cette année, parce que voilà, il fallait qu'on attende les 3 ans et puis c'est très bien comme ça. Donc par contre, on va remplacer la sortie de septembre qui est celle qui nous fait faire des salons, plein de choses, et je pense à celui par exemple de Lyon, et je vois que Raphaël nous regardait tout à l'heure. On sera là, enfin si c'est possible, mais normalement oui, hein, avec une autre cuvée. Parce qu'on doit attendre que la favorite ait 3 ans, et donc on aura ce rhum 3 ans d'âge en novembre de la favorite qui aura passé l'adolescence sur très sombre en dynamique. Donc ce sera un favorite finish Armagnac Jean Cavé, base Armagnac Jean Cavé. En plus de ça, c'était un base Armagnac qui était dedans, pas AOC. Oulala, j'ai pas dit ça, hein, pas AOC, promis. Marc Sassi nous regarde, donc pas AOC. Parce qu'il est mis en bouteille en France. Et donc finish. Et donc vous aurez donc un finish, une bouteille favorite, la fameuse, en finish Armagnac. Donc si vous regardez bien, il n'y a pas trop de bouteilles favorites finish actuellement sur le marché, donc c'est cool. Et à part une très sombresse Captain Choice qui n'est pas embouteillée dans la fameuse bouteille favorite, donc on est bien content là-dessus, donc c'est sympa. En parallèle de ça, il y a 2 de nos fûts Jean Cavé qui sont restés là-bas, avec la même chose dedans, donc exactement le même rhum, mis en fût, entonné le même jour dans le même type de fût, mais qui reste à la favorite et qui sera mis en bouteille. Enfin, en tout cas, c'est prévu comme ça, et on espère bien que ça se fera cool de cette manière-là, et que la connexion marchera, mais normalement en croisée, quoi, avec un live commun. Enfin, on a plein de bonnes idées. Emmanuel en a plein. Salut Emmanuel, je sais pas si tu nous regardes ou tu nous regarderas peut-être. Mais on va essayer de se faire un vrai live commun, une mise en bouteille du même truc, disponible en même temps. Enfin voilà, donc il y aura c'était une remarque qu'on a eue quand on avait fait la fiole avec la grande bouteille de dynamique, de dire ouais, mais celui qui a vieilli en tropical, il est comment? Si tu veux du 6 mois tropical, il y en a aussi dans les fûts, hein, mais voilà, donc là il y aura du 3 ans finish Jean Cavé tropical de chez la favorite, et du dynamique, donc ce sera assez cool. Voilà, donc il y a eu ça à boire. Ensuite, ensuite il y a eu les arrêts pour le café, etc. Du rhum à la Repdom. Et cette année, c'est tout pour le très sombre. Ensuite, donc, il y a eu cet autre navire qu'on a affrété pour faire ses rotations transatlantiques complètes. D'ailleurs, j'ai parlé que de All Brothers d'Anthony, mais à bord du Galant qu'on a chargé à Douarnenez. Donc Douarnenaise pour ceux qui sont pas de là-bas, parce que tout le monde dit comme ça normalement. Et même là-bas, ils sont pas sûrs de comment on dit, mais normalement c'est Douarnenez qu'on dit. Le Galant qui est attaché là-bas, ce voilier cargo qui travaille avec nous maintenant, quelques jours avant le Tresson-Brest, début novembre, là, on y a chargé donc 3 fûts. Un fût, donc j'en ai parlé tout à l'heure, de All Brother Anthony Martins, d'un blend, ça y est, j'ai un doute sur le produit précis, mais c'est un blend de jamaïcain chez Hamden, bons esters, et à surtout 86,3 degrés, entonné blanc, un peu paille, je mets des guillemets, un peu doré, parce qu'il est en fût depuis quelques mois ou presque un an chez lui. Fidji, qui était un embouteillage que vous connaissez, hein, de l'année dernière. Il a mis le Hamden 86.3 qui est sorti en 37.5 dedans pour faire un tour dynamique complet. Donc le Galant revient aussi début juin, et on va récupérer celui-là, et en tour on fera ce qu'il veut. C'est pour lui, c'est lui qui a décidé de faire ça. J'ai beaucoup insisté pour qu'il le fasse, et il était très content de le faire, mais c'est lui qui décide en tout cas de ce qu'il en fera. Voilà. Donc ça, c'était le premier fût. Le deuxième fût, c'est un fût de chez notre ami ou nos amis, parce qu'ils sont plusieurs, Tissed, Cédric Vraiment, les rhums de Cède, les rhums arrangés de Cède, les Tissed à Nantes, qui ont chargé un fût. La recette n'a pas été annoncée, donc je l'annonce pas non plus. Un truc qui prend pas trop de place dans un fût pour qu'il y ait plus de rhum, hein, donc je vous laisse faire vos déductions, mais voilà.
C'est pas des pastèques hein, qu'il a mis dans le fût, quoi. Du coup, il a mis des petits trucs pour que ça prenne moins de place que le rhum, qui vieillit donc comme ça. Et donc, ça rejoindra, après, c'est encore une fois pareil, lui qui va voir ce qu'il va en faire. Mais ça rejoindra ses aventures gustatives et de R&D, de recherche sur le gustatif. Vous savez qu'il a fait du marais salant, vous savez qu'il a fait ce genre de choses là, donc ça rejoindra sûrement ça ou pas. En tout cas, c'est un fût qui tourne depuis novembre dernier sur le Galante. J'ai pas pu le goûter et j'ai pas osé le faire parce que j'en avais pas l'autorisation, et puis en même temps c'est mieux de le laisser faire son tour complet sans goûter au milieu et se garder la surprise quand j'étais en Martinique. Mais ça devrait être pas mal, et vous connaissez déjà les effets de quelques mois où je sais plus exactement combien ça dure en marais salant. Là en dynamique de l'arranger, là ça peut être que arrangé, quoi. Enfin, je veux dire, ça, avec le mouvement et tout, la chaleur, le machin, ça va être fun. Et le dernier fût, alors il était malheureusement petit par la taille, mais grand par le nom. J'en sais rien, grand par ce que vous voulez ou par le degré. Mais c'est mon ami Guillaume Ferroni, enfin ami surtout, grand maître vénéré Guillaume Ferroni, mais qui est un copain du Sud, qui a chargé une tournée, ce fut sans même, je lui ai dit tu veux, ouais, et je mets ça à bord, il avait déjà l'idée du truc, une cuvée qu'il a appelée Torna Viarem. Je sais pas si je parle très bien portugais, mais en gros c'est, allez voir sur Google ou Wikipédia, et d'ailleurs c'est un truc qui m'a appris d'un phénomène que je connaissais dans le monde du vin. Il était super content de me dire que il m'avait j'en sais rien, couper l'herbe sous le pied, j'en sais rien, de ce nom Torna Viarem, qui, allez voir, parle de ces grands tours justement en bateau de vieillissement comme ça. Donc je connaissais le principe, mais je connaissais pas le nom, et franchement bravo. Donc cette cuvée, elle est là, c'est un fût de 50 litres par des anges, petite fuite qu'on a eu parfois, et surtout quand je l'avais mis dans ma voiture et pour l'emmener jusqu'à Nantes. Je conduis doucement pourtant. Donc il y en aura pas beaucoup de bouteilles, et rien que le jus qu'il a mis dedans, c'est fun de mémoire. Je sais qu'il avait mis une petite louche de grand arôme du Galion. Il y avait, je crois, du Belize aussi, pour parler bien costaud. Et l'autre, Guillaume, si t'es là ou si t'es pas là, précis, je me souviens plus, excuse-moi, je suis pas concentré sur ce sujet. Mais en gros, c'est en train de tourner, et ça, franchement, ça va être dingo. Ça va être dingo. Donc il va falloir qu'il les sorte en 5 centilitres pour que tout le monde en ait, mais ouais. Dingo. Donc voilà, et ça c'est les 3 fixations sur le Galante en tournée rotation complète. Et ensuite, donc ce Galante, on l'a chargé aussi de choses aux Antilles. C'est-à-dire que par manque entre guillemets de place sur le Tresson-Bresse, pour pouvoir avancer et avoir plus d'embouteillages froid de la côte, donc ça c'est la bonne nouvelle pour ceux qui aiment les embouteillages froid de la côte, on y a mis du rhum, et c'était la question, donc c'était ça qui a fait la connexion de Johan. Sur ces 2 cuvées guadeloupéennes continentales du Papillon de Guadeloupe, qu'on charge cette année. Pour changer, d'habitude je vais parler d'abord de Guadinina, de Ranji ou Jagir, du domaine de l'été, donc Rhum Guadinina FWI, qui est donc pas encore une distillerie, c'est encore c'est encore des termes justement pour bien mettre les choses en place, et certains se demandent. C'est un domaine familial sur lequel de la canne pousse, qui est récolté là-bas, pressé là-bas pour en faire du pur jus, sans ajout d'eau d'ailleurs, une seule presse naturelle, une seule presse quoi, sans ajout. Et ce pur jus, tiens, salut Loïc, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ce pur jus est emmené dans une distillerie que moi-même je ne connais pas. Peut-être qu'elle se reconnaîtra là, mais non, mais honnêtement je ne la connais pas, il n'a jamais voulu me dire. Pour être fermenté, distillé, et ensuite ce distillat, sur lequel il est Ranji, le boss de Guadinina, insiste sur le fait qu'elle ne soit jamais diluée à l'eau, donc du pur jus, soit distillé là-bas, récupéré, brut, de coulage, pour être entonné au domaine de l'été dans différents types de fûts. Il a une belle sélection de fûts, de plein de choses différentes, et donc ça vieillit comme ça, voilà, et sans ouillage, sans réduction, sans rien. C'est mis dans un fût, c'est oublié, péjoratif, voilà, façon de parler évidemment, le temps que ce soit mis en bouteille. Et c'est mis en bouteille comme ça. Donc on avait bien aimé cette mentalité-là, et travailler avec Ranji dans la rapidité qu'il a fallu organiser les choses. Ça a été un super moyen de montrer son savoir-faire et de soutenir des petits comme nous, parce qu'on aime bien aussi montrer le petit savoir-faire.
et de faire une cuvée pour nos amis du Galante, parce que le Galante a ce souhait et cherche aussi des moyens de financer ses aventures, de vouloir vendre une cuvée de rhum, et donc ils ne sont pas embouteilleurs, etc. Donc on va leur embouteiller une cuvée en leur nom, avec le fameux code emballeur dont je parle parfois. Pas pour ce genre de cas-là, mais pour des cas d'embouteillage en métropole industrielle, mais donc avec le code emballeur ou avec notre nom, parce que eux ne sont pas embouteilleurs, ils sont simplement marins, si je puis réduire ça ainsi, et donc on va leur faire ça. Donc je suis moi aussi en attente du packaging qui est en train d'être finalisé chez eux, et donc il y aura une des cuvées de Guadinina French West Indies, pardon, FWI qui est à bord et qui sera rapportée ici pour faire la cuvée du Galante. C'est un 3 ans d'âge, assemblage de fûts de Bourbon et de fûts de, ça y est j'ai oublié, de Sauterne. Et ensuite un 6 ans d'âge qui lui sera simplement mis en bouteille pour la marque de Ranji ou Jagir de Guadinina, pour qu'il puisse la vendre lui-même et se développer sur le marché français, enfin métropolitain, où il est peu représenté et sur lequel il aimerait bien être là. Et donc de façon écologique, il a adoré l'idée. Et donc c'était top. On est en train de peaufiner les détails du packaging, etc. Enfin, on doit s'appeler cette semaine avec Ranji. Je te salue aussi, j'espère que tu vas bien aussi. Il semblerait qu'il fasse beau par chez toi, j'ai vu des photos, c'est cool. Donc ouais, et pour finir sur Guadinina, donc, parce qu'il y en a pas mal qui se demandent. Donc aujourd'hui, il ne distille pas, donc c'est pas une distillerie. Mais après de nombreuses années à vouloir distiller, à demander les autorisations et tout ce que ça implique, il le raconte mieux que moi, il a réussi à finalement obtenir le droit de distiller. Et donc il a acheté un alambic, donc pas une colonne créole, faut bien le souligner tout de suite, un alambic en cuivre dans la région de Cognac, qui par la force des choses n'a pas pu être expédié ni livré pour le moment à cause des gilets jaunes, des grèves et puis du confinement et puis plein de choses. Enfin voilà, quand les choses sont compliquées, elles sont compliquées et ça se facilite pas, mais il va le recevoir. Donc il semblerait, et lui-même le dit, que ce soit un peu compliqué pour la campagne de cette année, mais l'année prochaine on y croit bien et franchement j'aimerais bien être un des premiers à goûter le coulage de cet alambic et voir comment il est réglé. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour le premier chargement. Donc on y a mis 2 fûts, vous avez bien compris. Un fût pour la cuvée du Galante, un 3 ans d'âge et qu'on aura disponible pour ceux que ça intéresse. Et oh là, il y a carrément la maman de la côte qui nous regarde. Salut Sylvie, comment tu vas? Et un 6 ans d'âge qui sera au nom de Guadinina. Donc ce ne sera pas du frère de la côte, on sera sûrement facilitateur pour le distribuer, mais c'est vraiment des choses qu'on a transportées, embouteillées pour tant travailler et rendre service. Voilà. Et ensuite, pour des cuvées frères de la côte, on y a chargé du Rémoninck, donc la distillerie Rémoninck, qui nous plaît bien et sur laquelle donc on a mis 2 choses différentes. Donc un truc sur lequel on a déjà communiqué, c'est qu'on a rempli 2 fûts de Porto Tony qu'on avait, que le Galante a chargé sous nos consignes, j'en sais rien, nos conseils, j'en sais rien. Charger ces fûts de Porto Tony donc avec 25 litres de Porto dedans pour les garder humides et bien faits et aromatiques, les transporter jusqu'en Guadeloupe pour voir ce qu'on ferait, parce qu'on attendait justement que je sois efficace dans mon boulot et je trouve de quoi mettre dedans. Donc on a dit on met 25 litres de Porto dedans, on les transporte et puis quand on sera arrivé tu nous diras ce qu'on met dedans. Ceux qui savent que ça a été quelques jours intenses pendant une semaine de janvier, mais on a réussi à trouver quelque chose à mettre dedans de super cool. Et donc dans ces 2 fûts de Porto Tony que l'équipage a dû se sacrifier de vider la veille du chargement, 50 litres de Porto, les pauvres, oh là là. Et donc ils ont bu ça pour que les fûts soient arrivés vides au port en Guadeloupe pour aller à la distillerie Rémoninck. Et c'est là que mon amie Delphine a réceptionné ces fûts-là pour y entonner le rhum blanc cœur de chauffe que vous connaissez bien. Donc j'en ai parlé tout à l'heure dans un commentaire, j'ai vu qu'il y avait 2-3 likes sur la confrérie du rhum sur la nouvelle recette, bien que ça n'a pas été révolutionné, mais de rhum qui soit le cœur de chauffe que vous connaissez bien, qui est commercialisé en Europe dans la bouteille d'1 litre. Nouvelle recette, nouvelle version depuis début 2019. J'invite Delphine à donner des précisions là-dessus parce qu'elles sont passionnantes et je les ai goûtées. Et ouais, carrément, j'aimais déjà bien parce que c'est un style particulier. Alors on accroche ou pas, je connais quelques-uns de mes copains qui aiment pas trop, mais moi j'aime bien. Et ouais, le nouveau il est cool. Franchement, goûtez.
C'est vraiment bien. Et donc ça a été entonné à 55 degrés si je ne me trompe pas, dans ces fûts de Porto Tony. Dans le Galante, il y a des vidéos super bien faites par le Club Rhum Guadeloupe et mon ami Johan et ses compères qui ont fait ça de façon super pro, avec des drones et tout, machin, ça fait rêver, de ces cuvées-là, qui donc traversent pour faire le nouveau rhum blanc dynamique des Frères de la Côte, un peu comme rhum blanc dynamique, pardon, Fab Cyrus, rhum agricole dynamique qui est plus blanc, mais qui est presque plus blanc et un peu doré, mais pas paille, surtout pas paille, parce que voilà, vous avez compris. Mais donc voilà, rhum blanc dynamique Porto, cool quoi. Cool. Donc il y a 2 fûts. Est-ce qu'on va mettre en bouteille les 2? Est-ce qu'on va les blender? Est-ce qu'on va en faire 2? Est-ce qu'on va en garder un, vieillir? Est-ce qu'on va... Pour l'instant, on verra bien, on va goûter. C'est le plus important. Si c'est bon, on va sûrement le vendre comme ça. À voir. Et donc la deuxième cuvée qui est sur laquelle on n'a pas communiqué, on se le gardait un peu pour la bonne nouvelle et tout, mais moi je vais vous en parler là. C'est un autre rhum de chez Rémonin qu'on a choisi de transporter en bouteille cette fois-ci pour ne pas l'altérer entre guillemets, pour pas le modifier. Donc c'est en fait du rhum brut de Colonne tout simplement. Donc c'est un Rémoninck brut de Colonne, le degré très précis, il y a une virgule et tout, je me souviens plus, mais il est super intéressant. Et ouais, Carimas. Mais voilà, c'est un brut de Colonne qui est transporté en bouteille d'1 litre. On va, si tout était prévu comme initialement, l'embouteiller en 50 centilitres pour que ce soit plus normal. Parce que c'est un rhum très fort. Je l'ai goûté, on l'a goûté en Martinique avec Raph Mangin, Curie. Il me reste un échantillon aussi que j'ai rapporté dans ma valise, mais que j'ai pas pris avec moi en confinement. Je suis bête. De ce Rémoninck brut de Colonne. Donc pour tout vous raconter clairement, ça aurait été le premier entre guillemets brut de Colonne commercialisé de Rémoninck et officiellement, parce qu'ils sont avec nous pour l'étiquette et le lancement et tout, et puis dire que c'est écologique machin. Même s'il y a eu, je le sais bien, la cuvée de chez Freddy, de chez Arôme à Paris d'ailleurs, qui est un nouveau revendeur, j'ai oublié de le préciser quand on me posait la question tout à l'heure, qui avait sorti le C2, qui était un brut de cuve, hein. Et d'ailleurs le nôtre aussi est un brut de cuve plutôt qu'un brut de coulage. Il a été un petit peu brassé, réduit d'un demi-degré ou quelque chose comme ça pour qu'il soit un peu plus prenable. Donc voilà, on a rapporté ça en bouteille. Il y en a plusieurs centaines de litres, je vous dis pas combien, allez, on garde encore un peu de surprise. On va embouteiller ça, on travaille actuellement en lien avec la distillerie Rémoninck pour trouver un peu l'étiquette. Un truc un peu fun, et à la base on voulait sortir ça à l'occasion avec le retour du bateau du Galante qui aurait été là pour le Bordeaux Rhum Festival en fin juin, sauf que lui a été décalé ou annulé pour le moment en tout cas. Donc c'était pas une sortie officielle comme pour le Rumfest avec la belle étiquette machin, c'était juste voilà, on a mis en bouteille ça là et c'est dispo pour le Bordeaux Rhum Festival. Donc non. Mais le bateau va arriver plus ou moins dans les mêmes moments. Après, on connaît pas du tout les conditions de déchargement, d'accostage, de confinement. Les mecs, ils ont été confinés pendant quelques semaines, et s'ils sont pas malades pendant leur traversée, ils seront pas malades en arrivant. Donc, on sait pas exactement. Les marchandises, on sait encore moins. Est-ce que les douanes marchent pour le... Non, on sait franchement pas. Donc, on verra. Mais dès qu'on peut, ce rhum-là a été le premier qu'on voulait mettre en bouteille à son arrivée. Parce que, justement, pas bougé par sa traversée en bouteille, même s'il y avait un brassage en bouteille, mais avec une capsule quand même hermétique, contrairement à Bouchon Liège pour le vin, où le vin évolue en bouteille à bord. Là, le rhum, il n'aurait pas bougé. Donc vu qu'il n'aurait pas bougé, on aurait pu vous le vendre rapidement comme ça, parce qu'il était comme au départ, pas dynamique, écologique, mais pas dynamique. Donc on aurait pu juste le transvaser en 50. Et vous le vendre comme ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, salut Roger, non je rigole, mais la bouteille d'1 litre, on va la garder pour y mettre nos huiles d'olive ou un truc comme ça. Ça partira pas à la baille. Voilà. Ensuite, donc on y a mis voilà ça. Donc c'est un peu l'annonce du soir là, ce Rémoninck brut de Colonne. Écoutez, si vous voulez avoir des... Salut Jean-Louis. Si vous voulez suggérer des choses, écoutez, suggérez des choses, parce que on est en plein en train de se poser des questions comme ça. Donc voilà. Et puis je le reprécise et ils le savent déjà, mais une des 2 cuvées Rémoninck, ou peut-être même les 2, on verra, ça dépend un peu des conditions logistiques et compagnie, sera
un peu pour rendre hommage aussi au travail du Club Rome Guadeloupe qui a beaucoup agi, tant déjà en amont pour l'idée, l'envie et les contacts, que sur le terrain pour ces cuvées. Ils ont été franchement au top de A à Z. Voilà, on les attendait pour le déchargement quand le bateau sera là. Je pense que ça va pas être possible. Donc on les attendra pour la dégustation, etc. Donc, je vais remonter un peu les questions parce que je sais que ça dure longtemps. Du moment qu'on me dit pas d'arrêter, j'arrête pas. Tac, à table? Non, je rigole. Hop là, alors. Salut Matt. Salut Jean-Louis, merci. Hop, bon, j'ai pas trop vu des news de Francis. Alors Francky, c'est une bonne question parce que franchement, si les propriétaires sont d'accord, Francis, on le met sur le tresse. Point barre. Nouvelle figure de proue. Francis, et c'est un message, hein les gars. J'ai défoncé ma voiture de loc. Non, précision, j'ai eu des cas en chaîne de crevaison qui sont totalement pas de mon ressort, et en rien en lien avec ma conduite, mais j'ai eu des problèmes de voiture de location plusieurs fois, d'affilée. Vous connaissez l'histoire. Bonne chose. Pas de fuite à Nantes, mais non, on n'a pas goûté le... Enfin, on avait une fiole, mais voilà. Je trouve pas bouteille sur Amazon. Bon, voilà, super bonne blague, mais bien placé. Tac. Bon, il n'y a pas trop de questions. Oui, alors je vois Raph qui le dit, on prévoit une escale en Jamaïque. Bah ouais, on y bosse, on aimerait bien. C'est hyper compliqué. Alors je connais pas tous les tenants et les aboutissants parce que c'est plus les gars de Faire Transport qui déjà depuis plusieurs années sont dessus. Donc moi, avec mon arrivée de 2 ans maintenant, mais j'essaie d'actionner les leviers que je peux actionner avec mon réseau et compagnie. On y bosse. Mais clairement, pour l'instant, ça c'est pas encore acté. J'ai vu tout à l'heure d'ailleurs une question pendant le live de Raphaël Mangin sur la page des Frères de la Côte sur le Anton Rivers. Vous pouvez même pas vous imaginer le faux espoir qu'on a eu cette année, mais de croire que pendant quelques heures on avait le droit de charger un fût d'Anton Rivers sur le tresson Brest qui était arrêté là-bas. Mais finalement non. Donc voilà. Donc on y travaille, on aimerait bien depuis plusieurs années, mais finalement non. Donc bon, faut les convaincre, mais imaginez ça en dynamique en plus, ça va être encore mieux qu'en bouteille. Et c'est le genre de rhum qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? N'hésitez pas à en poster parce que après je vais peut-être finir par quand même couper le live. Mais New Yarmouth, ouais non mais n'importe quel Jamaïcain, franchement déjà on est chaud, donc on y bosse. Franchement on y bosse dès que c'est possible. Et puis ailleurs aussi, franchement. Alors les endroits de rêve comme j'en sais rien, j'en parlais avec l'ami Knud aussi que je salue de chez Mobarom en Afrique du Sud, qui sont des rhums qu'on aime beaucoup en ce moment, à la mode gustativement et packagingement, tout. Je veux dire, c'est un rhum qui franchement aujourd'hui pèse bien chez les amateurs, tant par je veux dire, je vais pas vous refaire le cours sur ça, mais c'est top. Et il me disait mais vas-y on charge. Il me dit même quand tu as un bateau qui vient, je te le remplis. Mais j'ai pas de bateaux qui viennent, donc c'est des choses qu'on cherche, mais donc des endroits de rêve comme ça, on aimerait bien. Par contre, des endroits où on va déjà, ou des endroits où on passe juste à côté. Là on y bosse franchement 10 fois plus, 50 fois plus, parce que là c'est juste des histoires de mais je peux pas faire d'escale avec un voilier cargo qui a pas de moteur, mais le gars il est pas sûr qu'il voudrait faire du dynamique et du machin. Mais nous on a envie, je veux dire, c'est pas parce qu'un tel ou un tel, c'est non, on s'arrête, on a de la place, vas-y charge quoi. Donc il y a eu un petit faux espoir sur le Rivers, c'est comme ça, c'est pas un drame, et on espère que l'année prochaine il y en a juste un espoir et pas un faux espoir. Mais voilà, pareil la Jamaïque on y va, donc vas-y charge quoi, et surtout la Jamaïque quoi. Mais il y a plein d'autres endroits aujourd'hui. On a eu des escales aussi prévues avec d'autres navires, par exemple le Tresse, j'en ai pas parlé parce que c'est pas du rhum, ou le Galante dont je parlais, ce navire ami qui nous a chargé des choses. Ils ont fait d'autres escales, ils devaient aussi charger d'autres produits, j'en parle pas parce que voilà, c'est pas finalement c'est pas organisé, ça c'est moins fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà une cuvée dans un pays qui n'a pas encore été traitée, qui est prête pour l'année prochaine, vu qu'elle était prête pour cette année et que finalement on n'a pas pu la charger vu les conditions. Mais donc il y a une cuvée qui est là-bas. Vous verrez. Mais donc voilà. Et puis il y a plein de belles choses dans plein de toutes les escales qu'il y a. Donc, et puis il y a du rhum, mais il y a aussi des choses qu'on aimerait rajouter dans notre catalogue. Donc plus de café, des cafés de différents endroits, des chocolats de différents endroits. Mais pourquoi pas autre chose? Et puis on attend vos suggestions parce que franchement... que peut-on mettre à bord? Alors après, notre boulot, c'est de faire du rhum parce qu'on adore ça, c'est notre métier. Mais par contre, entre les fûts, il y a de la place dans le bateau. Donc, à vos suggestions, à vos contacts, et puis on est là pour y répondre.
Tac, est-ce qu'il y a d'autres questions? Rémonin, ouais, Brut de Colin, franchement, je vais en acheter quelques litres aussi. Ouais. Rhum du Cap-Vert, Musica et Grog, bah, l'un ou l'autre, ou tous, ou plusieurs. Ouais, le Cap-Vert, bah, aujourd'hui, c'est pas sur la route, mais on ira. On ira et on regarde comment on peut y aller déjà dès aujourd'hui. Enfin, c'est deux facettes, faut pas confondre les deux. Hein. On veut développer nos lignes régulières et ça, on insiste bien là-dessus. C'est-à-dire que, ouais, c'est cool de faire des expérimentations gustatives, écologiques. C'est cool, ouais, il y a un nouveau produit, un machin. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les bateaux ils puissent le plus possible remplacer les énergies fossiles, le plus possible travailler, le plus possible être chargé, le plus possible être rentable. Euh, pour que ça tourne quoi. Donc j'avais une question d'ailleurs qui est assez parlante sur ça quand j'étais en Martinique, quand je parlais du Zian, ce nouveau voilier qui est en construction actuellement en Hollande, où le capitaine François est en train de travailler dessus, ce voilier cargo qui va être au frais de la côte, qu'on va maîtriser nous, sur les escales, sur le chargement, sur les délais. Donc c'est là qu'on va commencer à bien s'amuser, parce qu'on va pouvoir vous inviter à bord, faire des petits trucs comme ça. Voilà, et puis maîtriser 100% du chargement, pas quelques pourcents des quelques fûts qu'on a nous, quoi. C'est vraiment, on va dire, ok, c'est nous qui voyons ce qu'on met à bord. Il va être plus gros, plus rapide, etc. Donc on va commencer à bien s'amuser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y travaille déjà. Et qu'on vous appelle depuis quelques mois ou semaines, ou même presque une petite année, à nous aider financièrement. Je sais que, bah justement, j'avais dit que j'en parlerai de Greg Girardin, salut, le chiffre qu'on appelle chez nous. Qui s'occupe un peu de calculer tout ça, d'organiser tout ça. On est depuis longtemps en train de bosser sur une levée de fonds qui nous permettra de financer ça. Avec ce que vous savez de problèmes économiques et tout ça, actuellement, bah, c'est plus compliqué. On voulait lancer ça au Ramfest, machin et tout, mais on est en train, je connais mal les détails parce que c'est vraiment pas une partie du job, de lancer ce financement pour le Zian, qui veut dire coq des mers. Je vais pas vous refaire l'histoire que Raphaël a racontée il y a 2 heures, mais c'est le nom de ce bateau avant même qu'on l'achète. On a donc cette coque qui est en réparation et en habilitation voilier brigantin comme le Tresson-Brest, qui aura un gréement comme le Tresse, avec un mât avant plus court que celui arrière, pour transporter quasiment 3 fois plus de marchandises annuellement à travers l'Atlantique. Et normalement qui sera plus rapide, donc il pourra éventuellement faire 2 fois la traversée par an. Donc imaginez 3 fois plus grand, 2 fois plus rapide, ça fait déjà 6 fois plus. Et au nom des frères de la côte. Donc ça commencerait à devenir un peu moins compliqué d'avoir des cuvées. Enfin après c'est que des peut-être, mais si vous êtes au rendez-vous de cette levée de fonds dont Grégory peut vous parler d'ailleurs sur la confrérie du Rhum dont il est membre, et quand ce sera prêt, ben soyez là parce que ça nous fera plus de rhum pour tous. Je descends les questions et puis je sais pas, il est quelle heure là? Allez, je vais laisser un quart d'heure et puis après je couperai parce que sinon franchement on est là jusqu'à demain. Du grog, ouais carrément du grog. Et puis du grog dynamique, franchement, fun. Rhum tahitien, ouais non mais alors ça justement, bah, j'en ai parlé avec les copains tahitiens, justement, Paul fan, enfin respectueux de la planète en tout cas chez eux c'est une vraie culture de respecter le sol, l'environnement, etc. Sauf que franchement c'est loin. C'est compliqué d'y aller et il n'y a pas grand chose quoi. Enfin je veux dire il y a eux, il y a les producteurs, mais après il y a 3 semaines de mer quoi. Et donc aujourd'hui donc ce n'est pas prévu pour nous et puis c'est pas encore dans les choses, mais bon, encore une fois tous ces producteurs qui m'en ont parlé ils le savent, dès que c'est possible on charge de leur rhum et puis on charge des produits parallèles à ce qu'ils font. Par contre, il y a des projets frères, jumeaux, cousins, etc. qui le font, et dont un des fondateurs de Fair Transport, un des 3 hommes, un des Tresson-Brest, qui est un projet que je vous invite aussi à soutenir sur les réseaux sociaux qui s'appelle Eco Clipper, CLI2PER. Un clipper, c'est le nom d'un bateau, qui lui est en train de se préparer, d'organiser et de monter ce projet, d'avoir 3 lignes de transport international qui couvrent plus ou moins tout le globe. Renseignez-vous, il est passionnant, il poste beaucoup dans la journée, mais on apprend beaucoup sur la voile et sur les voiliers, etc. Donc Eco Clipper, Ariane, et qui est un des fondateurs de tout ça. Donc sans lui, on n'y serait pas là et moi je serais pas là non plus. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, un CNU de 101 ou n'importe quelle cuvée d'Afrique du Sud, on prend. Mais il y a plein d'autres belles choses en Afrique, faut pas l'oublier aussi. Mais bon, après, les arrêts à l'intérieur de la corne africaine et tout, bon, je suis pas marin et c'est pas à moi de vous répondre à tout ça, mais il semblerait que ce soit compliqué de faire des escales le long de la côte. Mais en tout cas, vous connaissez les routes du Vendée Globe et compagnie, où les mecs coupent un peu court, mais en tout cas, l'Afrique du Sud, c'est un peu plus facile. Et puis derrière, il y a la Réunion, et ça, j'y tiens. Tac.
Une escale dans un port de Cognac. Bah, alors ouais, salut Willy, Tonnery, Navarre et tout. Bah, merci de nous fournir du beau matériel pour faire ce qu'on fait. C'est cool. Les prochains cafés du capitaine aussi, dans des fûts de Navarre et compagnie, et puis plein d'autres belles choses. Et à la base, on avait des projets pour l'été aussi, avec les petits fûts que vous connaissez bien. On voulait un peu dynamiser ça et tout, mais bon, l'été pour l'instant, il n'est pas garanti. Donc bon, on est prêt, mais on n'est pas sûr. Est-ce qu'un port vers là-bas, ben, en gros, ça peut être cool, c'est fait parfois. Nous, très sombre, c'est franchement chaud parce qu'il n'y a pas de moteur et que ça nous fait trop descendre dans le golfe de Gascogne. Et quand on va là-bas, c'est cool, mais pour en repartir, c'est pas cool. Donc en gros, c'est chaud. Il y avait une idée assez cool de profiter du Bordeaux Rumfest de fin juin pour faire venir un bateau dans la Garonne, devant le palais de la Bourse, pour qu'en fait tu traverses la route et que tu sois chez les frères de la côte en fait. Et ben encore pareil, hein, compliqué, donc on peut pas, mais on y avait pensé. On y avait pensé un peu tard, faut avouer, hein, c'était un peu chaud à organiser, mais maintenant on a le temps pour l'année prochaine par contre, donc pourquoi pas. Et le problème, et d'ailleurs, désolé les organisateurs, mais vous nous l'avez dit, bon on peut le dire, la date du Bordeaux Rumfest a changé pour plusieurs raisons et j'en connais surtout une. C'est que les voiliers cargo pouvaient pas venir début décembre en fait à Bordeaux. Parce que vous savez bien, je vous ai dit tout à l'heure, en novembre, ils traversent et c'est leur but et c'est leur envie et ils sont là aussi pour naviguer les gars et puis on a besoin de nos marchandises de l'autre côté et puis c'est la saison. Donc c'était chaud de venir là en décembre et ça faisait plusieurs années que l'idée était soumise, etc. Bah donc le plus simple c'était changer la date et ben c'est ce qu'ils ont fait, on n'a rien demandé mais ils l'ont fait et donc quand ils ont dit ça, bah, on a dit bah maintenant c'est possible, on va te faire notre possible et on a été un peu coincé par les événements que vous connaissez bien. Donc un jour, un Bordeaux Rumfest en été aura son bateau représenté par les Frères de la Côte dans lequel on sera pépouze et on pourra déguster des rhums tranquilles, faire des masterclass là-bas et ce sera un espace privé donc on pourra faire la fiesta. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, il y a mon copain Alexis aussi. VMB c'est Valoris là-bas. Attends, j'inverse maintenant. Non, Fréjus c'est Flo et Valoris c'est Alex. Salut les gars, c'était cool en tout cas les dernières soirées avant de se confiner. Il y a Greg qui me fait salut. On a goûté bière finish champagne à Bruxelles, c'était magique, ouais, c'est cool. Merci pour l'info, Johan. Moi j'ai mangé une pomme ce matin au petit-déj. Mais non, je rigole. Mais non, bière à bord c'est chaud parce que c'est vivant et compagnie. Donc aujourd'hui c'est un peu compliqué, peut-être en bouteille. Alors ouais, les saisons estivales sont des petits trajets, des petites escales entre les différents endroits d'Europe. Peut-être amener un peu de bière d'Angleterre et compagnie. Aujourd'hui il n'y a pas de gros projets. On a les finish bières, surtout fait par le copain Florent. Salut aussi Florent. Florent Méro, Maison Méro, qui utilise nos fûts pour faire des vieillissements de bière triple, triple. Encore une fois, bon, alors là je vais surtout pas rentrer dans le débat des triples, mais là je parle de triple fermentation, donc fermenter une fois, fermenter en fût puis en bouteille. Pas de triple à la belge à 9 degrés machin, mais donc qui fait vieillir nos fûts comme ça et puis s'amuse un peu avec les interdictions qu'il a eu par Bacardi d'utiliser Pirate parce qu'ils ont la marque Pirate à l'orange, le rhum, je suis même pas sûr que ce soit du rhum d'ailleurs, c'est une liqueur de rhum je crois à l'orange, voilà certes. Mais donc il s'est fait emmerder par Bacardi parce qu'il avait une bière qui s'appelait Piratix, enfin, c'était son nom à la base, on l'appelait comme ça entre nous d'ailleurs. Et donc maintenant, il fait tous les trucs. La favorite, le fût de favorite, c'était la Favorix. L'Hispaniola, le Repdom, là, c'est l'Hispanolix. Voilà. Enfin, donc un univers à découvrir. Les goûts sont différents. Moi, j'aime pas toutes les bières, tu vois. Enfin, il y en a qui sont trop marquées, pas assez, machin. Mais il y en a que j'adore. Par contre, la Favorix, j'ai kiffé. Ouais, c'était assez fou. Pourtant, je suis plutôt un fan de bières assez light ou d'IPA, mais je reste dans les bières blondes, pas forcément élevées en fût. Ouais. Donc beau boulot aussi, mais voilà, les bières pas encore à bord. Non. Et puis un argument qu'on a aussi et qui est assez écologique, c'est que la bière c'est un marché local qui nécessite beaucoup d'eau, parce que la bière c'est beaucoup d'eau dans sa conception. Donc bon, transporter de l'eau, est-ce que c'est écologique? D'ailleurs, pour rebondir sur cet argument-là, le miel par exemple, moi j'aurais vraiment aimé mettre du miel de Marie-Galante, du miel de Martinique, de fleurs un peu sauvages à bord, mais les gars qui s'occupent de décider et qui ont raison sur ce coup-là, ils disent ouais mais des abeilles et des fleurs il y en a partout, donc à quoi bon transporter du miel de Martinique? Alors ouais c'est cool pour le financement, pour les produits et tout, mais il y en a en Provence du miel, moi je le sais bien, il y a du miel de lavande qui est délicieux et tout, donc est-ce qu'il faut vraiment ramener du miel de l'autre bout du monde? Par contre, est-ce que du rhum pur jus de canne, il y en a en Europe? Bah non, il n'y en a pas. Ouais. Est-ce que du cacao, il y en a en Europe?
Non, il n'y en a pas. Donc ça, c'est valable de le transporter écologiquement. Est-ce que l'effort de 15 mecs qui risquent leur vie tous les jours sur le Tresson-Brest, même s'ils vivent des beaux moments, ils sont face à la nature et face à leur seule force et leur seule unité, est-ce que ça vaut le coup de ramener des choses qu'on peut avoir chez nous? Voilà. Donc ça, c'est les questions qu'il faut se poser sans être non plus extrémiste ni rien, parce que c'est pas notre cas. D'ailleurs, vous remarquerez peut-être qu'on on fait pas de leçons, même pas du tout, à part de dire que ouais, le transport maritime, comme on le connaît, n'est pas bon. Et que ça, par contre, il faut que tout le monde qui nous regarde, bon, on n'est plus que 69, je crois, se rende compte que quand on commande un truc sur n'importe quel site ou qui vient de l'autre bout du monde, est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire transporter autant de tonnes d'acier pour avoir mon truc là? Ça, c'est à vous de répondre à la question, mais nous, en tout cas, de ce côté-là du téléphone, enfin, moi et puis les autres qui bossent avec moi, putain, nous, on en est convaincus. Hein. Moi, des livres, j'en trouve pas sur un fameux site internet que j'ai même pas envie de nommer, mais il y en a dans la librairie juste à côté de chez moi. C'est même plus facile qu'à trouver du rhum, donc enfin, moi, j'achète rien sur ces machins-là. Et bon, à chacun de faire les choix, mais nous, on est là pour remplacer ça et c'est viable. Donc voilà, il faut retenir ça. Je vous invite maintenant à poser quelques questions parce que sinon je peux parler encore vraiment longtemps. Mais sinon, voilà. Je vois qu'on me pose la question sur éventuellement Rivière-du-Mât à La Réunion. Ouais, pourquoi pas. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est des jolies choses. On connaît les gens de là-bas. Et puis, on y est ouvert. Et puis, le plus qu'on peut transporter à bord, le mieux c'est. Pour retenir ça. Et le jour où on pourra transporter vos commandes Wish sur nos voiliers cargo, on le fera. Merci Jean-Louis pour tes commentaires, je sais bien, moi aussi, je te kiffe. Pensez-vous faire tour du monde plutôt qu'une rotation? C'est Vilo, Fabien, salut. Plutôt que de passer par des... Alors j'arrive pas à faire plus. Non, j'arrive pas à voir plus, ça bug. Non, j'en ai parlé tout à l'heure. Non, clairement, c'est pas viable. Un tour du monde, c'est trop compliqué. C'est pas. Nous, on a besoin de régularité, de lignes pour tourner. Enfin, je veux dire, il faut quand même qu'on ressemble plus ou moins à l'économie, quoi. Mais des interconnexions, des partenariats, des services, des machins comme ça, on le fera. Et, dès qu'on peut croiser des lignes, on le fera. Je parlais tout à l'heure de Brigantes, nos copains. Suivez-les vraiment sur Facebook. Les photos sont magnifiques, ne serait-ce que ça. Et puis ça leur donnera envie de continuer, quoi. Et puis ils sont bien avancés, hein, Brigantes. Magnifique coq, franchement, vivement qu'ils soient à l'eau. Eux, ils vont faire le tour de la Méditerranée. Pourquoi pas qu'ils fassent le tour ils fassent Sicile, Malte, Marseille, l'Espagne. Boum, on se croise à la Palma des Canarias avec le Tresson-Brest. Vas-y, prends l'huile d'olive de Sicile. Moi, je te file, j'en sais rien, du poisson séché de Hollande. Vas-y, on échange. Et puis toi, tu vas là-bas, moi, je vais là-bas. C'est cool. Donc, ouais, l'interconnexion comme ça, c'est cool. Mais par contre, des tours du monde, non, c'est pas viable. Voilà, enfin, vous avez compris un peu le principe. Il faut quand même qu'on puisse faire des choses un peu comme ça. Par contre, derrière, c'est un truc sur lequel moi je travaille beaucoup en ce moment et c'est un peu un des rares trucs que je peux faire là pendant le confinement. C'est d'essayer de charger d'autres navires. C'est-à-dire que pas forcément des gros voiliers cargo de compète et tout, mais c'est des gars qui peuvent me mettre 3 fûts, une tonne de ci, une tonne de ça, là ou là. Écologiquement, dynamiquement, ça dépend des intérêts qu'on y met, ou les deux. C'est vraiment ce que j'ai fait encore toute la journée aujourd'hui et pour l'instant j'ai pas encore réussi à solutionner le problème. Mais là par exemple j'ai un voilier cargo d'un skipper que j'ai rencontré quand j'étais en Martinique qui est venu me voir pendant une masterclass en mode putain t'es un des gars du Tresson-Brest. Alors je lui ai dit ouais moi je suis un des gars de Frères de la Côte, de la branche Tresson-Brest, de machin. Il m'a dit ouais c'est pas grave, moi je suis skipper, j'ai 5 mètres cubes dans ma cale, je peux prendre 7 tonnes, qu'est-ce que je prends pour vous aider à faire du transport écologique propre? J'ai fait, attends, c'est magique, moi j'ai besoin de mettre des fûts et tout, j'ai trop envie de charger du ci, de ça, du machin, du truc. Travaillons ensemble, et écoute, ça fait depuis mi-janvier, mi-février que je suis dessus, et là c'est en train d'un peu foirer à cause de toutes ces mesures d'interdiction de ci ou de ça. Donc on avait déjà d'autres projets qui ont été annulés dans d'autres îles françaises pourtant, mais interdiction d'y aller, d'accoster, de repartir. Et là, la Martinique, qui était normalement prévue d'être chargée aujourd'hui, n'est pas encore chargée, et c'est pas sûr. Donc bon. Espérons que je puisse vous donner de bonnes nouvelles là-dessus, mais donc voilà, ça c'est mon boulot actuel, c'est d'essayer entre le fournisseur, le skipper, le machin, le truc, d'essayer de voir. Donc c'est autre chose, mais ça par contre c'est un peu du folklore. Hein. Nous ce qu'on cherche à faire, c'est développer des lignes, développer des bateaux rentables avec des équipages fixes, faire des lignes régulières sur lesquelles on sait quand le bateau arrive, on sait qu'on aura du stock là, on sait qu'on pourra avoir une espèce de fond de roulement de stock aussi.
Et puis en parallèle, si on peut faire bosser, parce que ça leur permet aussi de financer leurs équipages, leurs voiles, leurs entretiens, d'autres navires en leur faisant transporter parfois des choses un peu cool ou des compléments, etc. On le fait aussi. Donc ça, c'est une branche sur laquelle je bosse actuellement. Voilà. Mais ce fameux bateau, d'ailleurs, allez voir, il y a une super vidéo YouTube, il s'appelle Linen Head, L-E-E-N-A-N, plus loin Head, tête, H-E-A-D, qui est un voilier qui est actuellement marin en Martinique et qui va traverser dans l'autre sens dans les prochains jours. J'espère charger. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. À refaire. Buveur d'IPA. Ouais. Oui, je sais que les IPA est né sur le bateau anglais, évidemment. Tac. Tchic, Marie-Galante. Ouais. Bon, bah écoutez, les amis. On cherche que des produits qui n'ont pas en compétition avec des produits locaux en commerce. Voilà, exactement ce que dit Raph. Il précise mes infos que j'ai dites parce qu'il a les meilleures infos que moi. Oh, Aïcha de Compagnie des Indes qui nous regarde. Coucou, comment ça va? Comment est la mer en ce moment? Est-ce que la compagnie peut naviguer? Jérôme, salut Jérôme du Rumfest. Est-ce qu'on peut naviguer? Ils sont en train de traverser tranquille. Ceux qui sont partis à temps sont en mer et ils sont confinés tout seuls et puis au moins ils l'ont choisi et ils kiffent. Hein. On est jaloux. Non, je rigole. Non, c'est cool. Et puis, c'est comme ça. Et puis, il y a plusieurs cas, d'autres navires, et pas forcément des voiliers cargo, hein, d'autres voiliers ou d'autres navires, etc., qui ont eu du mal à avoir des équipages, qui devaient attendre un équipage qui arrivait en avion, tout ça, donc qui sont coincés, qui peuvent pas partir. Je vois que François met un commentaire, François Mangin, Captain, j'ai pas encore lu, mais je l'ai eu au téléphone hier. Il me racontait qu'un bateau qui est à côté de lui au port à Amsterdam avait la moitié de son équipage français, qui avait sa semaine de vacances quelques jours avant le confinement. Ils sont partis prendre leur semaine de vacances chez eux, normal. Enfin, ils avaient enfin le droit de rentrer dans leur famille. Et puis d'un coup, on leur dit vous avez plus le droit de bouger de chez vous. Et donc le bateau, il a la moitié de son équipage qui est bloqué chez eux. Et donc le bateau, il est coincé là. Voilà. Donc il y a parfois des choses où, même si on a le droit de naviguer, et c'est même pas encore garanti, mais la force des choses fait que c'est pas possible. Le fameux Linanet dont je parlais tout à l'heure, c'est ce voilier cargo en Martinique. Ils sont 2 et ils seront peut-être 3 quoi. Donc ils vont bosser. Bon après c'est des marins, ils aiment ça aussi. Hein. Donc voilà la question. J'ai une masterclass plus sec, machin. Ouais non, ça c'est pas le groupe pour le faire. Francky. Donc ouais, est-ce qu'ils peuvent naviguer? Ils naviguent et ils devraient rentrer dans les prochaines semaines. Ouais. Avec normalement pour les différents navires une escale aux Açores pour un petite pause, remplir les cuves d'eau, reprendre un peu à manger, mais interdiction de sortir. Dernier voilier cargo qui est pas en relation avec nous, mais on connaît les membres d'équipage, on connaît les gars et tout. Il y a d'ailleurs des anciens membres d'équipage du Tresembras dessus. C'est un bateau allemand Timber Coast. Qui j'ai vu des photos sur Instagram me disait c'est cool, on est au port à je sais plus trop où là, une super île ou un super bon endroit dans la mer des Antilles, des Caraïbes. Et il regardait la côte, il était au port mais ils avaient pas le droit de mettre le pied à terre, donc voilà, donc ils auront le droit de faire une escale mais d'avitaillement, de ravitaillement et puis ils repartiront vers l'Europe et normalement dans les on va dire entre 2 et 4 semaines ils seraient là et puis on devrait récupérer la cargaison qui est à bord, donc le sujet de conversation de toute l'année qui vient arrive, donc ce sera cool. Voilà, est-ce que je suis en sorte et tout, machin. Écoute, je te répondrai plus tard, Étienne, c'est cool. François qui donne des précisions, c'est cool. Je goûterai les bières guadeloupéennes. Écoute, ce sera pas ce que je ferai en premier. Je ferai d'abord la tournée de distillerie et après on verra les bières. Mais avec grand plaisir, Yoann. Je déconnecte avant 20h, sinon je serai obligé d'applaudir tout ça devant la caméra. Voilà, sans commentaire. Mais voilà. Écoutez, il est 8h moins 10, ouais. Donc je vais regarder si vous avez encore une ou deux questions. Et puis je vais couper pour finir. Hein, donc vous avez bien compris, les Frères de la Côte, on est distributeur des produits Fer Transport, Tresembras, Nordlys en France. On est aussi embouteilleur indépendant et emballeur indépendant pour le café aussi maintenant. Hein, de produits qui sont issus du même voyage, des mêmes escales, du même équipage et du même bateau. Le Tresembras aujourd'hui et Nordlys aujourd'hui. On est en train de fabriquer ce bateau dont on est déjà propriétaire parce qu'on a la coque, qui est en Hollande à Den Helder, sur laquelle on est déjà en train de travailler avec des premiers investissements auxquels certains d'entre vous vont participer. On va bientôt faire une levée de fonds
pour vous demander un peu d'aide et puis ouvrir un peu le capital, à nous donner un peu de trésorerie pour construire et finir d'armer ce bateau, de le gréer comme un brigantin qui pourra faire du transport écologique, enfin maritime propre, pardon. Et donc, ça arrive. C'est pas moi qui vais vous donner ces infos là parce que vous savez bien que c'est pas mon métier. Moi, je suis là pour vous parler de spirit. Donc, ça arrive. Soyez attentifs. On sera au rendez-vous au Rumfest. Il aura lieu un jour, mais on y sera. Il y aura une cuvée des Frères de la Côte du Rumfest, d'un des fûts qui a été transporté sur ce bateau-là. Il y aura qui vont sortir bientôt un brut de colonne de chez Remonin, ça c'est l'annonce du soir parce qu'on n'avait pas parlé avant. Un super truc, il y aura à peu près 300 litres de ça, donc il devrait y avoir 600 bouteilles de 50 centilitres. Un blanc dynamique, Frère de la Côte Remonin en fût de Porto Tony. Il devrait y avoir un favorite, Frère de la Côte en finish Armagnac embouteillé et en métropole dynamique et vieilli en tropical. Toutes les tournées habituelles de la marque Tresson-Bresse, Captain Choice, et puis des fûts qui arriveront Frère de la Côte pour être embouteillés tel quel, brut de fût, full proof, non assemblage, pas de filtration et embouteillé avec amour par plusieurs barbus comme moi, dont les frères Mangin, le copain Greg, Sylvie qui est pas barbu, et Philippe Mangin, le père de la côte aussi, qu'on voit pas beaucoup, mais qui est aussi là et qui nous aide énormément pour beaucoup de logistique et qui d'ailleurs est celui qui est toché, qui envoie vos commandes quand vous commandez sur le site des Frères de la Côte, qui réceptionne nos commandes de bouteilles vides, etc. Donc il aime bien dire ouais c'est votre truc, moi je suis pas là, mais il fait beaucoup aussi, donc on le salue. Salut à Sylvie qui est en Martinique aussi, coincée là-bas. Elle était allée voir son petit-fils et son fils quelques jours, et puis évidemment elle y passe quelques mois, donc j'imagine que finalement elle est contente. Donc voilà, plein de belles choses, plein de nouveautés. On est dispo si vous avez des questions, on est disponible sur internet si vous voulez nous acheter des choses, et les pros, cavistes, restaurateurs, etc., on vous soutient beaucoup. Merci déjà de nous soutenir d'habitude, et si nous on peut vous soutenir d'une manière ou d'une autre, vous livrer, voilà, etc., on est là et on pense à vous, on pense à tout le monde. Faites attention à vous et j'espère qu'on sortira vite pour qu'on puisse tous se retrouver. Je regarde juste si j'ai des questions et puis je coupe. Merci Benoît de m'avoir invité, c'est cool. Merci pour le live, il n'y a plus de questions. Comment nous aider à embouteiller? Tu passes à Saint-Etienne quand on l'a mis sur Facebook qu'on embouteillait, on est là et on a toujours besoin d'un coup de main, ça ira plus vite. On ira plus vite à l'apéro quand on aura fini. Et voilà. Allez, bon les gars. Franchement, j'ai jamais aussi peu bu d'un petit punch en 2 heures, donc maintenant je vais m'occuper de ça pour être un peu sérieux dans mes habitudes. Je vous embrasse, allez tous bien, et j'espère vous voir vite en vrai, et normalement au Rumfest. Allez, bisous à tous, et bon vent.